vous dire que le prodige Piastri a encore prodigé, pas du genre Kakou. Le kangourou s'est imposé à Bakou en évitant les coups bas, mettant même Charles Leclerc au pas. Bonjour les amis, bienvenue dans ce débrief du Grand Prix d'Azerbaïdjan, 17e manche de cette saison 2024. Et puisque, quand il s'agit de parler Formule 1, il ne faut pas le faire avec n'importe qui, Brice Germain, Hamza Ramani sont encore aujourd'hui de la partie. Salut les amis. Quel lyrisme. Ouais, des rimes ce matin, voilà. Non mais quand on sait ce que tu taffes, le temps que t'as pour préparer ça, tu te réserves quand même une demi-heure en te disant tiens, comment je peux faire un petit peu de Jacques Prévert avant l'émission quoi. C'est un truc de ouf. De Jacques Prévert. Ouais, c'est histoire de lancer les hostilités. Je suis content de vous retrouver les gars. Très heureux. Moi aussi. Très heureux. Lui, pareillement. Ça a été votre week-end ? Ça va. Écoute. Ouais. Moi écoute, je me suis régalé sur un match de 17h avec un commentateur, je sais pas comment il s'appelle. Hors pair. Mais il s'enflamme sur les buts du Stade Rennais, c'est fou. Exactement. Il est très fort. Il est trop fort. Alors que lui ne s'est pas enjaillé sur un commentateur moyen du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et je parle pas de Julien Febvre. C'est parce qu'il te le dira jamais. Non, ça a peut-être été le cas, mais il te le dira jamais. Non, mais le jour, je pense le jour où on arrêtera l'émission, Hamza, il me dira je te l'ai jamais dit, mais j'ai du respect. Peut-être pas. On s'est régalé sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan, les gars, ou pas ? Oui. Alors moi, oui. Lui, il a commenté, donc je pense que lui, encore plus moi, à je même, me suis régalé, Ouais. j'ai régalé. Hein. Et dans le chat, j'ai demandé une note sur 10, tout le monde était en mode 9 ou 10. Hein. Ouais. Franchement... L'une des meilleures notes Canal de cette saison, je crois que c'était aux alentours de 14. Attends, Après les notes Canal. Ouais. on a une arrivée avec... Disons que la note de base, c'est 12, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'il y a Non, rarement il y a des 9 et tout. Et Bahreïn, il a pris une très sale note. Hein. Je suis pas sûr qu'on ait une note en dessous de la moyenne. Ouais. Monsieur... Putain, c'est lui qui s'est trafiqué. J'insinue rien du tout, je constate. Moi, je suis un homme de constatation. Ouais, et de mauvaise foi aussi, accessoirement. Les gars, on va regarder Il l'avouera pas. le sommaire de cette nouvelle C'est émission. le Quels sont les 4 enseignements justement retenus par les pistonnés à l'arrivée de cette 17e manche du championnat du monde de Formule 1 ? On continue dans les rimes avec rendez-vous à Bakou, Piastri, le coup de poignard, McLaren, le coup d'état, Pérez, ça méritait beaucoup mieux. Et puis le 4e enseignement, oui au jeunisme, pardon. Et pourquoi pas un coup de balai. Voilà, c'est une petite note un peu populiste pour finir. Laissez la place aux jeunes. Oui, c'est vrai. Laissez la place aux jeunes, les amis. Voilà en tout cas pour ce sommaire. On va rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant, mon Polo, mon Léo, un petit jingle et on rentre dans le vif du sujet. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on se remémore justement le résultat de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan avec la 2e victoire en carrière notamment pour Oscar Piastri, une 2e place et une 4e pole position consécutive non convertie à Bakou pour Leclerc, Russell qui obtient un podium en trompe-l'œil pour Mercedes, Norris remonté 4e devant Verstappen s'offre le point du meilleur tour, des gros points pour Alonso mais surtout la belle moisson de Williams, Colapinto devant Albon et puis Hamilton et Berman qui ont fait un coup de Trafalgar à Hülkenberg et qui s'invitent du coup dans les points. On fonce tout de suite les gars sur le premier enseignement. Piastri qui a joué un bien vilain tour, un coup de poignard à l'ami Charles Leclerc au début du 2e relais. Piastri qui avait pourtant brûlé ses gommes en début de premier relais. Résultat, Leclerc avait créé un premier gap de 6 secondes. Le coup de poker stratégique de McLaren qui relance tout. Ils anticipent son arrêt au 15e tour. Norris ralentit alors la progression de Pérez qui s'est arrêté 2 tours avant lui. Le clean air qui va permettre à Piastri de faire la jonction avec Leclerc. On rappelle 3 secondes récupérées sur son tour de sortir l'Australien. Le tournant ensuite, c'est au 20e tour et ce coup de poignard, je vous le disais, le dépassement au virage numéro 1, personne ne l'a vu venir, pas même Leclerc qui n'arrivera plus à repasser l'Australien. Plusieurs questions à vous poser à travers ce move. Leclerc a-t-il été trop tendre ou victime de ses pneus durs froids qu'il n'avait pas eu l'occasion d'ailleurs de trop tester en essai? La Ferrari manquait-elle de vitesse en ligne droite pour réellement inquiéter McLaren? Et puis le débat qui commence à prendre de l'épaisseur autour des ailerons flexibles de McLaren et les nouvelles images à Bakou de la déformation notamment sur la partie arrière. Forcément, on en parlera. Le prodige a prodigé et Oscar Piastri s'est imposé pour la 2e fois de sa carrière, les gars, ce week-end. Le prodige a prodigé ? Ah bah oui. Mais encore une fois, moi tu sais, à partir du moment où quelque chose se passe et contredit ce que j'ai déjà dit, je t'as n'ai aucun problème. c'est vrai. Non mais voilà, c'est plus dur de l'autre côté, je sais. Mais en attendant... Non, c'est juste que les bons avis, je les ai dès le début. Ah oui, bien sûr. Tous. Notamment celui sur De Vries. Je jouerai là-dessus tout le temps de toute façon. Impressionnante froideur. Et du coup, en fait, bizarrement, moi, c'est la froideur qui me crée de l'émotion. Et en l'occurrence, hier, un mec de 23 piges
qui manque de respect entre guillemets comme ça. Encore une fois, je dis souvent, pour être le meilleur, il faut être respectueux dans l'irrespect. Et je trouve que Piastri, il a fait une course stratosphérique hier. Il a encore ce petit souci de gestion de gomme où la vitesse pour lui est plus importante que la gestion, souvent, et son ingénieur le rappelle à l'ordre, notamment sur le premier relais. Ça a déjà été problématique à Monza, et pour moi, c'est là qu'il perd la course aussi, dans cette volonté de se battre avec Norris et en ignorant Leclerc. Mais là, hier, il désobéit même à son ingénieur. Il désobéit à son ingénieur qui lui dit de ne pas faire la même erreur et de ne pas attaquer comme un sourd pour aller chercher Leclerc. Sauf que là, pour le coup, le move est payant. Et Oscar Piastri, je trouve, hier, a montré qu'il allait faire peur sur sa carrière. Qu'il allait faire peur à tout le monde. Et que moi, je serais Norris. Si là, j'ai, entre guillemets, du répit vis-à-vis de mon coéquipier parce que des consignes officielles ont été passées, je m'inquiéterais sincèrement pour 2025. Parce que déjà d'une, je me demande si effectivement on ne fait pas plus confiance à Piastri qu'à Norris chez McLaren, au vu de certaines latences à prendre des décisions. Et en plus de ça, dans l'exécution, Piastri est beaucoup plus rapide dans son évolution pour l'instant que Lando Norris. Alors Lando Norris, il a plus de courses, donc il a eu plus de chances de montrer certains couacs aussi, alors que Piastri, il en aura certainement aussi des couacs. En attendant, il en a montré si peu depuis le début de sa carrière, et Hamza te dira certainement aucun, que là, moi hier je suis impressionné, et je suis impressionné qu'il berne quelqu'un qui est censé être déjà un briscard maintenant, à savoir Leclerc, comme ça. Il a berné tout le monde hier, et franchement, chapeau. Après, faut pas oublier qu'il a eu certaines circonstances, notamment le fait que, comme tu l'as dit, la Ferrari n'a pas eu de relais sur les durs et que derrière, sur le moment un petit peu clutch, où Leclerc doit être rapide, doit sauver ses 6 secondes, il n'a pas de feeling avec ses hards parce qu'il ne les a jamais testés ce week-end. Qu'au moment de défendre, est-ce qu'il est réellement trop tendre, Charles Leclerc ? Je sais pas, parce que il n'a pas de feeling sur ses hards, encore une fois. Est-ce qu'il peut vraiment tenter une manœuvre de défense à la limite ? C'est pas sûr, encore une fois. Peut-être qu'il ne se serait pas comporté de la même manière sur les médiums. Donc il y a ça à prendre en compte, et il y a aussi à prendre en compte le fait que Norris bloque Pérez au moment où Pérez s'est arrêté et Piastri ne s'est pas encore arrêté, notamment en secteur 2 et 3, ce qui permet à Piastri d'une courte tête de ressortir des stands devant Alex Albon et du coup forcément devant Sergio Pérez. Donc pour moi, bizarrement, la consigne d'équipe c'était Piastri devait aider Norris. C'est l'inverse qui s'est passé, mais si on met ces circonstances-là de côté, quelle course d'Oscar Piastri. Enfin, franchement, je m'incline, et ce gamin, parce que ça c'est un mec mais c'est un gamin, me plaît de plus en plus et me rappelle mon certain Kimi. Exactement. Froid, un animal froid, ce Oscar Piastri qui a soumis hier Charles Leclerc. Ton regard un peu sur cette course justement, Hamza ? L'état d'esprit d'Oscar Piastri, c'est pas vraiment une surprise. C'est le pilote que l'on a découvert et que l'on découvre encore aujourd'hui, mais il n'y a pas vraiment de surprise. Il y a eu une émotion quand même sur la célébration, ce qui est aussi rafraîchissant. Je rappelle les circonstances de sa première et seule victoire avant Bakou. Première victoire en F1 qui a été gâchée donc par ce qui s'est passé chez McLaren et avec Lando Norris. Donc là, c'est sa première victoire qui ne souffre vraiment d'aucune contestation, où personne ne pourra rien dire, où Sky Sport ne pourra pas commencer à chercher des polémiques. Il tirait la gueule Buxton hier ou pas ? Il n'était pas là. T'allais consoler Lando ? C'est vrai. Vrai sujet d'ailleurs, en Sky Sport, j'en parlerai un peu plus tard. Non, mais la course d'Oscar Piastri, elle est impressionnante parce que j'ai l'impression d'un pilote qui a dominé tout en n'ayant pas... C'est pas qu'il n'avait pas la meilleure voiture, mais les écarts de performance étaient extrêmement réduits entre Ferrari et McLaren. Et si Leclerc avait gagné cette course, pour moi, ça n'aurait pas été une surprise. Piastri gagne cette course, ça n'est pas une surprise. Et effectivement, pour revenir sur des points clés de cette course à Bakou, tu as un pilote, au moment où il dépasse Charles Leclerc, à aucun moment tu te dis en fait la victoire se joue ici, c'est terminé. Parce que il reste 2/3 d'une course à peu près. Tu sais que Bakou, c'est la ligne droite la plus longue du championnat, avec le DRS, avec ce phénomène d'aspiration qui est monstrueux donc sur la longue ligne droite. Forcément, tu te dis que Charles Leclerc aura l'opportunité de ressaisir sa chance et d'aller récupérer cette première place. Il a eu des opportunités qu'il n'a pas pu concrétiser. Est-ce qu'il n'a pas pu les concrétiser parce que les pneus durs sont une problématique chez Ferrari ou l'ont encore été à Bakou, ou parce qu'il y a cette petite subtilité technique sur l'aileron arrière de McLaren? Moi, j'aimerais vraiment qu'on m'explique
comment cet aileron peut être légal. Je n'ai pas de réponse, j'ai juste envie Peut-être qu'on m'explique pourquoi est-ce que c'est légal. Non, mais parce que quand tu vois l'aileron, je veux dire, parce que les gens quand tu vois l'aileron arrière, parce que quand tu vois l'aileron arrière, on rappelle que aujourd'hui le DRS c'est dans des zones, enfin ça l'a toujours été en course, donc c'est dans des zones bien précises. Et en fait cet aileron arrière qui au moment forcément des freins est totalement chargé, donc totalement fermé. Exactement. Sur les lignes droites, tu vois il y a une caméra embarquée, je sais pas si c'est sur la voiture de Piastri ou de Norris. On voit en fait sur la caméra embarquée qu'il y a un petit espace qui commence à se créer, qui commence à s'ouvrir entre les deux flaps. C'est ça. De l'aileron arrière. Et forcément, ça t'offre un avantage. Ça t'offre un avantage au niveau des km/h. Ou si, je donne un exemple, si normalement on va dire qu'avec un aileron arrière fermé, tu dois être à 320 au bout de la ligne droite, peut-être que là, au bout de la ligne droite, tu seras à 327. Et c'est 7 km/h de différence, ou 323. Là où un Charles Leclerc avec DRS, il sera à 339. Mais peut-être que cette différence-là des 7 km/h, c'est ce qui a empêché Charles Leclerc de tenter une attaque sur toutes les possibilités, parce que souvent on l'a vu proche, on se disait ça va être le moment, il n'a pas réussi à le faire. Donc Piastri 2-3 fois il a fait ce qu'il aurait dû faire, et ce qu'il a fait en l'occurrence défendre à l'intérieur, changer de trajectoire, essayer de casser la zone le phénomène d'aspiration. Donc de ce côté-là Piastri irréprochable. Mais à quel point est-ce que McLaren aujourd'hui a une voiture et un aileron arrière qui est légal? J'aimerais une explication. Et puis t'as pas que sur la différence de vitesse de pointe que ça joue, parce que si tu as un tout petit peu de vitesse de pointe potentiellement en plus, ça veut dire que peut-être tu peux braquer davantage ton aileron pour les secteurs lents et ainsi avoir une meilleure traction à la sortie du virage 16, ce qui était la galère de Charles Leclerc hier, essayer de rester aussi proche qu'à la fin du deuxième secteur dans la réaccélération, et dans la sortie du T1 il n'y arrive pas non plus Leclerc. Si c'est provoqué par McLaren, si McLaren le fait de façon volontaire, là aussi je on ne sait pas. Peut-être que c'est totalement involontaire, mais si en plus c'est fait de façon volontaire et que tu joues sur une ligne grise, là forcément McLaren a un bénéfice monstrueux en chargeant davantage son aileron arrière. Et en choix de réglage. Mais du coup, après, encore une fois, volontaire ou pas volontaire, on se rappelle de Hamilton au Brésil en 2021, c'était pas volontaire que son DRS s'ouvre de 0,3 mm de trop. Pourtant, il a pris la peine. Donc justement, va falloir regarder si c'est une zone grise ou pas. Mais je préfère je préfère qu'on retourne sur le sportif. Oui, non, mais t'as raison. Mais il fallait en parler parce que pour moi ça explique la non-possibilité de Leclerc de reprendre cette première place. Oui, et c'est quand même important. Mais après, quand tu analyses dans le comportement des deux pilotes, donc déjà merci pour le spectacle, les deux, parce que les deux ils ont été à la limite tout le temps. C'est pas comme c'était pas une course comme à Monaco, parce que c'était un Leclerc Piastri aussi à Monaco. Mais à Monaco, Charles Leclerc était 3-4 secondes en dessous des temps exprès, parce qu'il savait que la seule chose à faire à ce moment-là c'était de gérer l'écart avec Piastri. Ce qu'il a fait avec Maestria. Un certain Isaac Adjar nous disait à Monaco, à 3 roues, si tu veux, si je veux pas que tu passes, tu passeras. Oui. Mais là, hier, ils étaient à l'attaque tous les deux. Ils étaient à l'attaque tous les deux. Quand tu vois ce double slide à la sortie du virage 16 de Leclerc et Piastri en même temps, l'image est incroyable. Mais c'est fou. Et tu es dans les rues d'une ville, tu frôles les murs, Piastri le touche à 3 tours de la fin ou 4 tours de la fin. Leclerc dit dans la cool room à un moment donné, il y a plusieurs moments où je me suis dit là elle est dans le mur, et notamment Piastri, en fin de course, parce qu'il a plus de pneus arrière. Oscar Piastri, quand le move qui tente sur Leclerc, il dit au moment où je pose le pied sur le frein, je me dis qu'il y a 50% de chance de la mettre dans le mur. Merci messieurs d'avoir fait de la pure course. Les deux, que ce soit Oscar Piastri ou Charles Leclerc, hier c'était de la maestria de pilotage. Alors peut-être que les pisse froids vont se gargariser du fait que oui mais il n'y a pas de dépassement, il y en a eu un, il n'a pas pu le redépasser. Il n'a pas pu le redépasser parce que Oscar Piastri a été dans une défense magique, que Charles Leclerc n'avait pas assez de data sur ses pneumatiques hard pour savoir jusqu'où il pouvait amener à la limite. Et ça, entre guillemets, il peut s'en vouloir qu'à lui-même, parce que s'il n'a pas de data sur les hards, c'est parce qu'il y a crash en FP1 et que tout le début de la FP2, il y a un rééquilibrage de la monoplace à faire. Ça fait qu'il n'a pas le temps de faire ça. Mais au-delà de ça, avec le matériel qu'ils avaient, les réglages qu'ils avaient, tous les deux ont fait quelque chose d'énorme hier. Et Sergio Pérez aussi d'ailleurs. Le spectacle, en F1 en tout cas pour moi, c'est pas forcément des dépassements. Moi, 50 dépassements par course avec DRS ou aucune possibilité de défense, pour moi c'est pas preuve, c'est pas synonyme de spectacle. Par contre hier on a eu un seul dépassement, et il était magique, incroyable, des tentatives, des possibilités, des peut-être trajectoires différentes.
Pour moi, c'est ça le sport automobile et c'est ça la Formule Et 1. il y a un élément qui a été important, les gars, dans cette course, un élément dont on parle de plus en plus dans cette saison 2024, c'est la gestion du clean air dirty air. Regardez les déclarations à l'arrivée de cette course, notamment Oscar Piastri qui s'est exprimé sur le site therace.com. Il dit « J'ai vu une demi-opportunité, je l'ai saisie. Oui, j'ai un peu désobéi à mon ingénieur après avoir mal géré mes gommes sur le premier relais, mais tout a été amorcé par la stratégie. Après mon arrêt, l'air propre a beaucoup aidé les pneus. Sans des pneus plus frais, je n'aurais jamais pu le faire. Quand on est bloqué derrière, on dégrade beaucoup dans l'air sale. Quand j'ai vu que nous étions si proches, j'ai su que je devais passer immédiatement. J'ai pris tous les risques, c'était quitte ou double, ça passe ou ça casse. » Ce qu'on oublie de dire en fait avec cette victoire, qui peut paraître facile pour certains, c'est que Oscar Piastri, il avait une fenêtre de tir et qu'il a mis tout bout à bout pour s'offrir la possibilité justement de contester cette victoire à Charles Leclerc. Comme Lando Norris à Zandvoort, avec un écart différent, mais il y a eu une fenêtre, il l'a saisie, basta. Et en l'occurrence, quand tu vois l'avance qu'avait Leclerc sur les médiums, parce que c'est peut-être pas la Ferrari qui était si mauvaise que ça sur les hards, la preuve c'est que derrière à partir du moment où il a perdu ces 3-4 secondes là, au moment de l'arrêt, derrière le rythme il l'a pris. Donc en soi elle n'était pas si mauvaise que ça sur les hards cette Ferrari, c'est juste qu'à partir de là, effectivement il a pu continuer. N'empêche qu'il y a eu 3 tours où Charles Leclerc, par les circonstances du week-end, était plus faible et Oscar Piastri, et il a sauté dedans. Et cette déclaration, elle vient appuyer l'énorme performance de Charles Leclerc sur les pneumatiques. Parce qu'il est resté... L'arrêt, il est tour combien, 15 ? Un truc comme ça. Tour 15. 36 tours avec ses hards à moins d'une seconde d'Oscar Piastri dans une circonstance de course où l'air ne s'en va pas. C'est-à-dire que quand ça tourbillonne vraiment avec les monoplaces, puisqu'il y a pas, on est entre les murs. Donc il a réussi à conserver ses gommes et à rester dans le DRS et à attaquer, à être plus rapide sur les secteurs sinueux, donc en suivant de près Oscar Piastri. 36 tours derrière dans l'air sale avec ses pneus hard dont il ne connaissait pas la dégradation et l'utilisation par sa Ferrari. Cette gestion pneumatique de Charles Leclerc hier, je me suis dit mais c'est pas possible, il attaque, Sergio Pérez devait laisser de l'écart de temps en temps, il devait s'éloigner pour justement récupérer un peu de capital. Charles Leclerc, il a tenu du coup 34 tours, 33 tours parce qu'à la fin ça s'est vraiment effondré, mais en attendant je me suis dit mais quand est-ce qu'il va lâcher ? Il le disait à la radio. Est-ce que Piastri et Pérez sont en train de pousser à fond et moi je ne comprends pas, comment c'est possible d'eux. Effectivement, c'est une gestion au feeling, comme tu le dis, c'était tu fou. n'as pas la possibilité de... Non, la course de Leclerc, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Forcément, j'imagine qu'il y aura des regrets parce que tu pars en pôle et que tu... Mais sincèrement, t'es tombé sur un Piastri impérial, t'es tombé sur une McLaren... Aussi. Proactif, tu vois. Encore une fois, je n'ai pas envie de remettre en doute la question de la légalité, mais une McLaren quand même... performante. Il va dire dopé. Ouais, j'allais dire cheater un peu, mais... Qu'est-ce qui est cheaté, la ex de Durksen ou la McLaren de Norris ? C'est intéressant ce qu'il dit Hamza, et justement je vais vous livrer les propos de Charles Leclerc et de Frédéric Vasseur. Revenons notamment sur ce dépassement, je crois que c'est au 25e tour ou 20e tour, excusez-moi. C'est plutôt, ouais. Ce dépassement qui nous a tous surpris, et Charles Leclerc le premier, je le disais, il disait ça hier en conférence de presse. Avant de mettre les pneus durs, on était très rapide en médium, mais je n'avais pas fait de roulage avec du carburant en essai libre. On a tenté une direction de réglage qui était plus dur à gérer en course, surtout avec les pneus durs. Je pensais qu'Oscar allait m'emmener, je n'étais pas inquiet quand il m'a passé, je pensais le dépasser plus tard, mais ça a été plus difficile que prévu, je n'y arrivais pas. Honnêtement, on a perdu la course car je n'ai pas défendu ma place autant que j'aurais dû en bout de ligne droite. On fait parfois des erreurs et je ferai mieux la prochaine fois. Frédéric Vasseur, qui sur Canal+, dans l'émission Formula One, disait « Je pense que le rythme était là, il nous a manqué de la performance dans le tour avant de rentrer et dans le tour après la sortie. On peut revoir la course et se demander si on aurait dû s'arrêter avant. Mais ce sont des conneries. On doit juste apprendre de ses erreurs. Même s'il est vrai que le manque de longs relais n'a pas aidé, nous avons probablement été un peu trop conservateurs en début de deuxième relais. L'arrêt était bon, mais on perd 1,5 secondes dans le tour de rentrée et 1,5 secondes dans le tour de sortie. On s'est mis en danger et Piastri a pu en profiter. Petite aparté les gars aussi également, on notera que la McLaren et la Ferrari, pour corroborer le sujet que tu as lancé sur la vitesse de pointe de cette McLaren, on avait la sensation qu'elles avaient ces deux voitures des appuis similaires. Et on a vu qu'en ligne droite, pour Ferrari, c'était impossible de passer devant cette McLaren. Je suis pas d'accord. Je trouve que Ferrari avait plus d'appui que
Il y a McLaren. l'impression qu'il se rapprochait dans les virages, mais quand tu regardais justement l'aileron arrière semblait être aussi débraqué, aussi fin en tout cas que celui de la Oui. McLaren. Après, il n'y a pas que l'aileron arrière qui crée l'appui. C'est vrai, t'as raison. En l'occurrence, si tu regardais... De toute façon, les choix de réglage ils sont légèrement différents. Et pour moi, McLaren a fait un meilleur choix de réglage que Ferrari. Dans le sens où, et on en parlait dans l'émission de samedi sur Winamax TV, c'est un peu le même choix, mais beaucoup moins extrême que ce qu'a fait Williams, par exemple. Ils ont vraiment privilégié le secteur 3. Sortie de la vieille ville et ligne droite des stands. Au final, quand tu regardes, même sans DRS, Charles Leclerc reprenait tout le temps du temps sur toute la partie virage 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et derrière, c'était arrivé dans les sinueux que Leclerc n'arrivait plus à rester collé. Et alors, dans les deux virages de la vieille ville, là, dans le gauche, le fameux gauche qui va être renommé I'm Stupid un jour, du château, puis le droit, là, Charles Leclerc perd tout et du coup doit reconstruire dans le virage 13, 14 et 15 pour être à moins de 7, 8 dixièmes. Et c'est pas suffisant, ces 7, 8 dixièmes, parce que justement, l'écart en ligne droite lui permet quand même de revenir, mais pas assez. Et pour moi, ce choix de réglage-là de McLaren permet à la McLaren de se défendre, tandis que la Ferrari, elle, pouvait simplement construire un écart dans le tour qui lui permettait d'être difficilement attaquable. Sauf que Piastri l'a compris, et Piastri a attaqué là où c'était difficilement attaquable. Derrière, la Ferrari, en termes de vitesse de pointe, n'avait pas l'écart suffisant pour attaquer de façon... on peut pas reprocher à Leclerc de ne pas avoir été assez agressif. Ah, parce justement, que là, c'était la question que j'allais vous poser, les gars. Sur les freins, sur le move du 20e tour, sur la défense. Sur la défense, tu dois anticiper, tu sais que si tu protèges à l'intérieur, il y a quand même de grandes chances qu'il ne puisse pas t'enrouler à l'extérieur. C'est exactement son explication, elle me semble claire. Il pensait qu'il aurait eu la possibilité après de le redépasser. Oui, parce qu'en fait, derrière... À ce moment-là, c'est minimiser la perte de temps et garder le capital pneumatique. Et la preuve, c'est qu'au moment où Piastri passe, la seule chose que fait Leclerc, c'est bien se mettre à l'extérieur, bien plonger à la corde pour tenter de dédoubler. Et là où tu sens qu'il est surpris, c'est que à la réaccélération, même en n'étant pas sur la trage idéale, Piastri il a une traction de fou. Et la traction de Piastri, ça l'a sauvé toute la course, parce que derrière, normalement, quand tu te rapproches dans la ligne droite des stands, au T1, derrière tu as une deuxième ligne droite de DRS qui te permet potentiellement de plonger au T3. Et là, à aucun moment sur cette traction-là, Leclerc n'arrivait à pouvoir matcher avec Piastri, qui lui en ressorti il bombardait et tu la voyais s'éloigner la McLaren, tandis que la Ferrari elle avait cette arrière qui patinait un petit peu. C'était pareil dans le virage 16, dans le dernier virage, il soignait le 13, le 14, le 15, tu sentais qu'il était proche, et à chaque fois dans la sortie du 16 il y avait un dixième et demi de perdu, et c'est ce dixième et demi là, c'est même pas tant la vitesse de pointe, c'est ce dixième et demi là qui créait un écart qui arrivait justement vers 7 dixièmes au lieu de 5 dixièmes et demi, et qu'au moment de l'ouverture du DRS, il était revenu à 5 dixièmes et demi au lieu de 3 dixièmes par exemple, et ça l'empêchait de toute action arriver au virage 1. Et du coup, sur cette gestion de la traction, donc du coup, avoir un peu plus d'appui sur l'arrière pour que la voiture soit plus assise et qu'elle soit moins libre à la réaccélération, notamment pour pas la mettre en skate sur le virage 16, il a fait la différence là-dessus aussi, Piastri. C'est qu'il a pu se défendre plus facilement parce qu'il étirait cet écart avant d'arriver au virage 1, ce qui n'a pas été le cas de Leclerc parce que lui avait plus de mal à la traction. Rien à rajouter, les gars, sur cette victoire de j'allais dire Lando Norris, non absolument pas, d'Oscar Piastri. Je vous propose qu'on continue de parler. Vas-y. Ouais, si. Une dernière chose. Moi, je note le bel esprit d'équipe quand même chez McLaren, puisque au micro de la Sky Sport, notre ami Oscar Piastri a proposé, pour satisfaire les journalistes britanniques, de donner ses 25 points à Lando Norris. Pour lui permettre de prendre encore davantage de points au championnat du monde. Et dommage que ce soit pas possible. Il garderait aussi les 13 points, donc ça ferait 25 plus 13, 38. Et du coup, pour la première fois de l'histoire du championnat du monde de F1, on aurait un pilote qui récupérait 38 points. Donc c'est assez passionnant. D'ailleurs, il y a un moment, ça va mal se passer entre les deux. Sky Sport, je crois qu'ils ont aussi demandé au gouvernement australien, dans un esprit, le Commonwealth, etc., de changer le nom d'Oscar Piastri à l'état civil pour devenir Lando Norris, qui permettrait aussi d'additionner les 2 points et de permettre à Lando Norris d'être en tête du championnat du monde. T'as conscience qu'il est en train de mettre un verre au bout de sa canne à pêche, complètement. De balancer dans l'étang, et après il attend et va vite hameçonner. Je sais pas si c'est l'étang ou later. Non mais en fait je dis ça parce que j'ai pas trop apprécié le comportement des journalistes britanniques. Enfin, l'explication était claire après Monza. Quand on pose la question à Oscar Piastri avant le week-end à Bakou, est-ce qu'il y a des règles que vous n'avez pas respectées, alors que l'explication était claire. Andrea Stella, chez McLaren, Zach Brown, ils ont tous dit que nous de notre côté à ce moment-là il n'y avait pas de...
Non, c'est pas nouveau. Voilà, moi je veux bien qu'on Hamilton, pousse pour le pilote britannique, y a pas de souci, ça fait partie. Si demain on a un Esteban Ocon, un Pierre Gasly ou un autre qui joue le championnat, ok. Maintenant, le rôle quand même d'un média, d'un diffuseur et d'un journaliste, c'est d'être un minimum honnête. On en avait parlé lors de l'émission spéciale il y a plusieurs années sur Lewis Hamilton. On sait le poids qu'ont eu les médias britanniques dans le début de carrière, notamment de Lewis Hamilton. Ah oui. On en avait parlé il y a quelques années sur George Russell, vous savez, quand il était chez Williams. Et que autour de ce plateau, quelqu'un avait évoqué l'idée d'une surcote de George Russell en expliquant justement que les médias britanniques en faisaient peut-être beaucoup. Mais on connaît leur poids. Et ce qui est leur gênant, c'est importance. que les médias britanniques que je vise, en l'occurrence Sky Sports, ce sont aussi les commentateurs anglais sur la F1 TV. Ouais. Et F1 TV, du coup, c'est un diffuseur mondial. Mhm. Donc, c'est aussi pour ça peut-être que Lando Norris a une cote aujourd'hui qui sûr. n'est peut-être pas celle à mes yeux qu'il mérite. Il y a jugé parti. Non, mais attends, par contre. Moi, sur les 10 dernières On va en dernières parler de courses, Norris après, là. depuis, ouais, Oui, on va parce en que parler Norris, tout de suite. arrête, il fait, enfin là, sur Non, mais moi je le parle week-end globalement. qu'il fait- Je Oui, non, mais parle pas d'accord. de Mais il fait un l'Azerbaïdjan, je parle il fait un globalement de sa week-end carrière. énorme. Je dis quand même, juste Norris. que factuellement, moi je vais être Traitement. factuel. Depuis Monaco, le leader au championnat, C'est Piastri. c'est Piastri. Ça fait 10 courses. Devant Leclerc. Maintenant devant Leclerc. Non, devant Norris. Ah, j'ai recompté hier. Alors peut-être que je compte mal. Stop the count. Pardon. Ouh là là. Moi, depuis Monaco, sur les 10 Terrible. dernières courses, sur les 10 dernières courses, j'ai Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton, Leclerc. Leclerc 5. Ah, les Leclerc. 10 dernières, pardon. Moi j'ai compté les 5. Non, les 10 dernières Oui, depuis pardon, Monaco. j'ai compté les 5. Mais depuis la Belgique, Oui, en fait, depuis la série de podiums de Leclerc, il est deuxième au championnat. Derrière Piastri, et Piastri est loin devant. Parlons de Norris, parlons de McLaren. On continue d'ailleurs d'évoquer l'écurie Papaye parce que le fait majeur de ce week-end, les gars, c'est que McLaren reprend la tête du classement des constructeurs. Regardez plutôt avec ce tableau. Moi, je voulais saluer et montrer aussi également l'exécution qui a été celle de McLaren à Bakou. Est-ce qu'on peut parler même en termes d'exécution d'un Grand Prix référence pour l'écurie en 2024 ? L'optimisation de la stratégie de Piastri, on vient d'en parler. Les consignes aussi également à Lando Norris. On n'a pas toujours loué l'exécution de McLaren cette saison, mais là il faut dire que hier c'était une véritable maestria. La brillante remontée de Norris, je sais que vous voulez en parler après son échec et l'affaire du drapeau jaune en Q1. Qu'est-ce que ça dit sur la supériorité aujourd'hui de la MCL 38 ? McLaren, donc je vous l'ai dit, qui reprend la tête du championnat des constructeurs, 20 points d'avance désormais, 10 ans que ce n'était pas arrivé depuis le Grand Prix d'Australie 2014, et le point aussi, parce qu'il faut faire un parallèle avec la course de Max Verstappen, en difficulté malgré un nouveau plancher, on le rappelle, sur la Red Bull. Il arrive à la 5e place sur la ligne. 7e course sans victoire. 2e Grand Prix sans podium. Et pourtant, le paradoxe Verstappen continue. Il ne concède que 3 points au championnat au final et se rapproche un peu plus chaque week-end en fait d'un 4e titre. Le Grand Prix, le grand paradoxe, on va dire, de la situation de cet été. McLaren, ça y est, a repris la tête du championnat des constructeurs, les gars. On a quand même du mal à imaginer ce qui pourrait les empêcher d'aller chercher ce titre à la fin de cette saison. Et pourtant, il reste beaucoup de points à prendre et beaucoup de Grands Prix. Ouais, alors, il y a la... Brice le dit depuis plusieurs semaines, McLaren était amené à prendre la tête du championnat Complètement. constructeur. Donc, C'était attendu. c'est pas une surprise. Mmh. Par contre, moi, l'enseignement principal, si on parle des écuries de Bakou et de l'Azerbaïdjan, c'est que Lando Norris, qui part 15e, Ouais. termine devant Max Verstappen sur une Red Bull. Il Et n'a ça, pas eu de problème. oui, qui n'a pas eu de problème, Ouais. Verstappen. Mmh. Et À la ça, régulière. Ouais. c'est une gifle. Ouais. C'est une gifle pour Red Bull. Mmh. Que le pilote numéro 1 qui joue le championnat du monde termine derrière le prétendant, ou en tout cas celui qui va lui contester ou qui peut lui contester, ou même si ça avait été quelqu'un d'autre d'ailleurs. Il termine derrière un pilote qui est parti 15e et qui à la régulière, sans voiture de sécurité, sans voiture de sécurité virtuelle, sans incident, sans rien, à la régulière termine devant toi. Ça, c'est très inquiétant pour Red Bull. Alors, je mettrai un tout petit bémol à ce que tu dis, dans le sens où, pour moi, il est quand même allé... Alors déjà, il faut rappeler Sainz Perez, parce que normalement, ils finissent plus 6 et 7. Oui, mais ça ne change pas le fait que Norris termine devant Verstappen. Exactement, je suis d'accord. Néanmoins, la manière dont Norris finit devant Verstappen, c'est parce qu'il a vraiment mis parfaitement tout bout à bout. La défense qu'il a sur Max Verstappen au moment où justement il n'a pas fait son arrêt, elle est primordiale pour derrière permettre le fait d'aller le chercher et de retarder le plus possible son arrêt, d'avoir un capital pneumatique de plus en plus... une différence de capital pneumatique de plus en plus grande à mesure qu'il retient Max Verstappen derrière lui, bien aidé par le DRS, je crois que c'est d'Alex Albon.
à ce moment-là. Possible. En fait, il se fait emmener par le DRS d'Alex Albon pour défendre sur Max Verstappen et du coup retarder l'arrêt pour qu'au moment où il s'arrête, la différence de capital pneumatique soit si grande qu'il puisse le dépasser et s'il y avait eu quelques tours de plus, peut-être qu'il revenait sur Russell. Mais du coup, il a construit sa course quand même. C'est-à-dire il n'y a pas que la MCL 38 qui a fait les choses. Je pense pas que la MCL 38 était dominante ce week-end. Alors, il y avait vraiment un match. Même avec la Red Bull de Perez. Si tu me permets, je vais juste te poser une question. Est-ce que tu considères que Norris, à Bakou, au volant de cette McLaren, on connaît la puissance de cette McLaren, est-ce que tu considères qu'il a fait le job ou qu'il a fait plus que le job ? Ah, plus que le job. En fait, il a fait son job à lui. C'est le nécessaire pour limiter la casse de sa qualification. Parce que, pour moi, il aurait dû terminer derrière Max Verstappen. Il aurait dû terminer dans on va dire, le dernier des leaders. Donc sans abandon 8. Non, du coup, parce qu'en fait, il y a eu des problèmes avec Lewis Hamilton. Oui, 7 ou 8. Bon, à la place de Verstappen, qui finit 5, parce que pour le coup. Parce qu'il Ouais. y a eu Hamilton qui n'est pas là, les deux, Sainz et... Il finit 4, il aurait dû finir 6. Oui. Non, 5. Il y a 2 abandons. Norris ? Oui, 5, parce que Verstappen finit 5, il finit le dernier des... Oui, des leaders. non, mais il y a Norris deux- il y a- termine il y a 4. deux- il y a 2 abandons. Ah oui, on dit la même Oui, chose. oui, on oui, parle oui. pas du- Ouais. on parle pas Mais du- donc, pour moi, la manière dont il a pas fait une course où c'est sa McLaren qui l'a amené là où il était. C'est aussi la gestion de ce moment important avec Max Verstappen. Bien sûr, bien sûr. Parce que s'il fait pas ça, je pense qu'à l'arrêt, derrière, il peut pas remonter comme il remonte Il sur aura Max plus Verstappen. à remonter. Oui, et puis derrière, il va y avoir un dépassement qui va être plus difficile à faire. Là, Max Verstappen n'a même pas défendu. Il aurait dû avoir un moment beaucoup plus chaud à gérer à ce moment-là. La défense qu'il a sur Max Verstappen, pour moi, elle est très bonne. Et en plus de ça, pendant la course, il y a un tour où il se dédie à Oscar Piastri pour garantir le fait que Sergio Perez n'undercut pas Oscar Piastri. Ça, on va parler parce que c'est l'un des autres tournants bien sûr de cette course. On l'évoquera notamment dans le 3e enseignement avec Sergio Perez. C'est intéressant que tu dis ça. Je te donne la main tout de suite, Hamza. Regardez les propos d'Andrea Stella dans le débrief de la F1 TV, bien sûr, à l'arrivée de cette course. Il dit « Mener au championnat, c'est une étape importante car nous ne devons pas oublier qu'au début de la saison 2023, nous étions derniers. J'entends souvent McLaren a la meilleure voiture. Je pense que ce n'est pas vérifié dans les chiffres. Je pense que dans les chiffres, McLaren est la meilleure voiture sur certains circuits comme Barcelone, la Hongrie et Zandvoort pour de bonnes raisons techniques. Mais ici, je ne pense pas que McLaren ait bénéficié d'un quelconque avantage sur Ferrari et je ne pense même pas sur Red Bull. Nous devons rester humbles et garder les pieds sur terre car nous voyons qu'en toute honnêteté, il n'y a pas grand-chose entre les 4 meilleures équipes. C'est très, très équilibré et c'est l'exécution des pilotes et l'exécution de l'équipe qui a fait aujourd'hui la différence. Tout à fait d'accord. Il a raison. Tout à fait d'accord. Je souscris à tout son propos. Maintenant, attention à ne pas tomber dans les autres sont meilleurs. Je pense qu'à la fin de la saison 2024, quand on fera un bilan sur les performances monoplace selon les circuits, je pense qu'on aura plus de courses où McLaren aura eu la meilleure voiture. Du coup, ça voudra dire que si, par exemple, Lando Norris n'est pas champion du monde, on va devoir remettre en question l'exécution, que ce soit de l'équipe à certains moments ou de Lando Norris à certains moments. Évidemment. Parce évidemment. que, alors, on peut écarter un sujet tout de suite. Vas-y. Que sa position, ce n'est pas son erreur, parce qu'on a beaucoup vu son erreur dans le T16 avec le fond plat qui skate sur le livreur. C'est un drapeau jaune, il ne Bien peut sûr. pas améliorer dans le secteur 3 parce qu'il y a drapeau jaune, et par conséquent, il est piégé à ce niveau-là. On peut aussi se dire qu'il aurait dû faire un meilleur tour avant, qu'il l'assurerait d'être devant. Néanmoins, en Q1, la piste améliorait d'une seconde pleine C'est ça. entre les deux runs, et à partir de là, au vu des écarts resserrés, personnellement, je ne suis pas sûr qu'il puisse y faire grand-chose. Je pense qu'il a à 95% joué de malchance ce week-end, et que le reste de l'exécution du week-end, elle est excellente de la part de Norris. Il prend quand même 3 points sur Max Verstappen, mais effectivement, c'est pas suffisant. Parlons. Je sais que tu vas réagir quand même, mais Un tweet tu extraordinaire samedi, je tiens à le dire. Non, mais. Moi, c'est la part de évidemment, ce week-end. Le Mais les tweet, gens ont ça. compris quand même. Ils ont, Ouais, il y en ils a ont- pas mal. Non, mais il y en a pas mal qui Ouais, il y en a les quelques-uns qui sont pistonnés, tombés on dans les- le panneau du premier degré quand même. On les salue. Les hein, premiers, généralement, nos fidèles pistonnés, on les salue. Mais non, mais passe à cause de lui, tu sais. t'as raison. Non, mais t'as raison sur ce point évidemment. Enfin, drapeau jaune. C'est juste dommage que ça arrive à ce moment-là pour lui. En Q1, tu sors en Q1, ça compromet quand même ton week-end parce que là potentiellement t'as un double podium qui termine 1, 2 ou 3. Norris, on peut logiquement estimer qu'il aurait eu sa place sur le podium et il aurait pris davantage de points sur Max Verstappen. Après, il y a de la malchance. Maintenant, cette erreur, elle est aussi présente. Et cette erreur, elle survient juste avant le drapeau jaune. Mais Non, peut-être non. que- Non, bah non.
La voiture sous c'est régime Esteban Ocon en drapeau plus. jaune, il me semble que c'est juste avant. La voiture sous d'Esteban régime Ouais. drapeau jaune. Ouais. Non, l'erreur survient juste avant le drapeau jaune, le dernier virage où il part à l'extérieur et tout de suite t'as Esteban Ocon qui est sur la gauche et c'est à ce moment-là qu'il voit le drapeau jaune, tu le vois Alors, sur peut-être son, que c'est pas. Peut-être. sur son dash. Mais je moi, pense- je le vois rentrer au en stand toute- largement après le drapeau jaune, mais Non, mais en Il n'y a tout- pas forcément de sujet. Non, mais entre le guillemets, là-dessus, drapeau je pense jaune, qu'on est c'est ce qui d'accord tous les compromet trois. son tour. En toute sincérité, je pense que même avec cette petite erreur, Oui, il passe. il aurait certainement Normalement, eu sa place en Q2. Mhm. C'est juste que l'erreur, elle est là. Maintenant, effectivement, le drapeau jaune arrive. C'est dommage pour lui. Un petit mot sur Red Bull, les gars, parce que Red Bull perd la tête du championnat du monde des constructeurs, donc après ce Grand Prix du côté de l'Azerbaïdjan. Christian Horner, lui aussi, s'est exprimé. C'était au micro, tiens, tes amis de Sky Sports F1, mon cher Hamza. Christian Horner qui dit: nous avons peut-être introduit des éléments sur la voiture de Max qui ne fonctionnaient pas très bien. Nous avons endommagé les pneus en luttant pendant une si longue période. La physionomie a changé. Nous nous donnerons à fond. Nous ne défendons plus. Nous poursuivons maintenant McLaren. Donc cela change à nouveau la dynamique. Avec Max, nous avons un pilote qui se bat pour un titre mondial. Et puis, c'est un sport d'équipe. Lors de cette course, Checo pouvait faire bien mieux et aider l'équipe plutôt que Max. Heureusement, Lando n'a pas eu un bon week-end et Max limite encore les dégâts. Il est vache, hein. Ouais. Puis il Checo redécouvre. pouvait faire bien mieux. Ah, et puis il redécouvre surtout que la Formule 1 est un sport d'équipe. Parce que ça, on l'a pas beaucoup entendu. Bah, ces à dernières- partir ces du dernières moment semaines. où tu te perds dans tes réglages et que tu peux plus mettre ta voiture pointue sur l'avant comme Max Verstappen le veut, la voiture redevient entre guillemets avec un setup de base et Checo Pérez revit. Et en même temps, on le dit depuis des années maintenant, enfin depuis qu'Alex Albon a fait cet incroyable podcast, encore une fois, allez le voir, mais il explique qu'à partir du moment où la voiture Max s'en mêle en termes du réglage, elle devient inconduisible pour n'importe qui. Oui, vas-y, tu veux me parce que regarder sur quoi depuis des semaines et Non, des mais on va mois, en parler j'entends tout à des l'heure, Black hein. Kit Kat. Hein, c'est On pour va, ça. on va- Mais C'est on pour en... ça. Donc bizarrement, quand la performance revient et qu'il y a des Mais raisons que arrête l'autre ne d'être performe pas, démago, tu On sais va très parler- bien pourquoi les on gars, dit ça. Les gars, on va parler de Pérez. Ouais. On va parler de Pérez dans quelques instants. Mais quand même, revenons sur ce momentum un petit peu de la saison. Quand on voit les difficultés qu'a eu Max Verstappen justement à gérer sa voiture. Même si Christian Horner nous dit la physionomie a changé, moi ce que je comprends, c'est genre on préfère être le chasseur que le chassé. On peut quand même être inquiet de la performance une nouvelle fois ce week-end de Red Bull. Alors pas forcément de Red Bull, mais de la Red Bull numéro 1. Ah le, oui, parce championnat, le championnat constructeur, honnêtement, mais c'est ce qu'on dit depuis plusieurs semaines, ça semble compromis, ou en tout cas, je vois pas, à moins d'un revirement de situation qui, moi, aujourd'hui, me semble improbable, sait-on jamais. La F1 nous a montré, McLaren est le meilleur exemple, et Andrea Stella le disait, il y a 18 mois, ils étaient au fond du trou, aujourd'hui, ils sont en tête du championnat. Colapinto va gagner une course. Peut-être. Non, mais je vois pas comment Red Bull pourrait revenir sur le championnat constructeur. Maintenant, il y a un championnat du monde pilote à défendre. La chance de Red Bull, la chance de Verstappen, encore une fois, je le redis, on va dire que je fais une fixette, c'est que ce soit Lando Norris qui soit le prétendant numéro 1. Si Charles Leclerc arrive dans une zone de 50 points, après, il ne reste finalement que 78 à l'heure actuelle. J'ai pas les chiffres en tête. Je crois que c'est 59 Norris, 78 Leclerc, mais je vais pas dire de bêtises. Alors attends, Norris est à 254, Verstappen est à 213, Norris 254, Leclerc 313. est à 235 et Piastri est à 222 mine de rien. Oui, Piastri est passé sous la barre des 100 points. Ouais, d'écart mais avec, justement, parce que Piastri, j'ai fait le compte hier, je crois que c'est 91 ou 93 Ouais, ouais. 93. Ça veut dire- Non, alors 91, peut-être. Non, faudrait qu'ils prennent j'ai pas compté les courses sprint, seulement les courses, il faudrait qu'ils prennent 13 points par course à par Verstappen. week-end, Je veux du dire, coup, on va dire. tout gagner. Non, des courses, tous les gagner, dimanches, ouais. sans les sprints. Hmm. Tout gagner et que Verstappen fasse 5 en gros. D'accord. ça Comme me hier, semble- quoi. Ou 4, ça me Hmm. semble improbable. Comme hier. Encore une fois, moi je vois pas aujourd'hui un pilote capable d'enchaîner 7 victoires de Mais rang il s'en sortirait extrêmement bien, Max Verstappen. Mais bien sûr, mais c'est sa chance, c'est d'avoir réussi ce début de saison Ah et d'avoir ouais. ensuite une concurrence tellement dense. Mais ça aussi, on le prédisait dès le mois d'avril, c'est que ou le mai, la concurrence est tellement dense qu'ils vont tous se manger Vers des des points. perditions. Rappelle-toi Et que d'une Verstappen, saison. ce qu'il a réalisé en début de saison, finalement, c'est ce qui va lui permettre Bah oui. potentiellement. Encore une fois, je le redis, le fait d'avoir Norris et pas Hamilton, ça change aussi. Mais sur un championnat, ça pourrait lui permettre de conserver. Mais maintenant, il faut juste que la Red Bull soit capable d'assurer le minimum. Parce que vous vous souvenez de 2013 où on a 7 vainqueurs différents. Là, on a aussi 7 vainqueurs différents. Mais là, cette saison, on a 7 vainqueurs différents, dont 6 avec 2 victoires. C'est pas Ouais. pareil. C'est-à-dire qu'en 2013, tu vas avoir 7 vainqueurs différents, mais dont 3 qui en ont 5, 7, 9, je sais pas quoi. Bien sûr. Et là, cette année, tu as Hamilton qui en a 2, Russell qui en a 1, Norris 2, Piastri 2, Leclerc 2 et Verstappen 7. Encore une fois, cette année, ce sera le titre de la Rétro-Canal, ce sera divisé pour mieux régner. Enfin, s'il est champion du monde, parce qu'au final, il aura été champion du monde des points intermédiaires, là, Max On aura Verstappen. un tapis à Canal pour le titre. Une belle, Mais par j'espère. contre, je pense qu'on y verra quand même plus clair après Singapour.
Parce que après Singapour. Tu crois encore à cette remontada ? Ah, mais tout à fait. Moi, les Et gars. je vais te dire, je sais même pas qui. Non, mais en fait, encore une fois, j'ai l'impression qu'on va se répéter semaine après semaine, mais le constat de cet été, c'est que l'impression te pousse à croire à cette remontada. Mais si tu es un bon comptable ou un bon épicier, tu fais le bilan après chaque week-end et tu te dis le rapport comptable, enfin justement le comptable n'a aucun rapport avec la photographie aujourd'hui des forces en présence. Encore une fois, là, on est sur des circuits où Max Verstappen, il n'a eu aucun problème. Norris a eu quelques déboires parce qu'il n'y avait pas encore de consigne d'équipe à Monza, parce qu'il y a eu ce drapeau jaune-là, et Norris continue de gratter des points. Je ne suis pas sûr que ça va arriver toute la saison. Si à un moment donné, il y a un 25-0, un 25-4 ou quoi, vous allez voir qu'on va pas parler la même langue. Mais le 25-0, on en parle depuis l'été dernier, mais pour l'instant, il n'est pas arrivé. Et les problèmes de fiabilité chez Red Bull, on peut le dire, ils sont de plus en plus les rares. gars, regardez ce qui arrive. Non, mais ça parce qu'un jour Kimi Raikkonen a perdu une possible victoire au premier virage. Il s'appelle Singapour, et Singapour, Max Verstappen. Oui, mais Singapour, il y a 25 points en jeu, il n'y en a pas 150. Donc, non, mais d'accord, mais la Red Bull est catastrophique à Singapour. On a des typologies d'habitude de circuits particulières. On a Singapour, on a Interlagos aussi qui va arriver, où là on sait que tu peux avoir un écart de performance hyper important. T'as Austin, Ok, on a plein de types de configurations différentes. Maintenant, aujourd'hui, le 16 septembre, si tu me dis que Verstappen doit assurer des 4e places pour être champion du monde, bah, je pense qu'il en est capable. En attendant, les 2 derniers Grands Prix, il ne fait pas 4e, et s'il fait 2e à Zandvoort, c'est parce que c'est un circuit qui l'avantage. Encore une fois, moi j'y crois. C'est 3 points. En fait, ce qui est fou, c'est que hier, tu le sens mais il prend en que 3 difficulté points, et il perd quoi ? 3 points. Non mais attends, on fait le constat maintenant. Fais le constat samedi soir, en te disant, est-ce que Norris peut reprendre 3 points à Max Verstappen ? Tu dis non. Oui, mais dans la dynamique, c'était la question qui se posait. Dans la dynamique d'un championnat, Attends, vous vous rendez compte des moments de chance qu'il a Verstappen cette saison ou pas ? L'Autriche, il s'accroche avec Norris. Norris s'abandonne, il fait 5. Là, hier... C'est la réussite du champion. Non mais, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'hier, il doit prendre normalement, en tout et pour tout, 12 points sur Charles Leclerc. Parce que Charles Leclerc doit finir 2. Il ne les prend pas parce qu'il y a Sainz et Perez qui s'accrochent. Il n'y a pas d'écart avec Norris parce que les deux remontent de la même manière au classement. Il a quand même... Mais encore une fois, c'est Norris qui fait la bonne opération avec ce double abandon. Parce qu'il prend un petit peu plus de points. L'écart est le même. L'écart est le même. Points d'écart avec Max à chaque fois. C'est la mauvaise opération de cet accident, c'est Charles Leclerc qui l'a fait. Parce que du coup, il reprend à Max Verstappen. Les autres prennent plus de points. Je crois... Attends, il met 10 Verstappen. Donc il reprend 8 points alors qu'il aurait pu reprendre. Du coup, 4 ou 6 de plus. Je sais plus exactement le compte. En tout cas, la vraie mauvaise opération du crash, c'est Leclerc. Et Piastri, si on le compte dedans, mais Piastri, il est vraiment, vraiment loin pour le coup. On me disait ça de Leclerc à 2 Grands Prix, puis tu vois maintenant ce qui se passe. Donc, encore une fois, il suffit d'un vrai écart à un moment donné. Il suffit qu'il y ait... Il suffit d'eux. Il faut qu'il arrive. Faut que ça arrive, effectivement. Mais on disait après Zandvoort, je crois. Que le 25-0 pourrait changer. Mais pour l'instant, après quelques courses, le 25-0 n'est pas arrivé. Ta théorie du 25-0, elle marche que dans le cas, et je reviens un peu à ce que tu disais tout à l'heure, si c'est Norris derrière. Oui, en plus, c'est le principe d'un 25-0. C'est que Verstappen abandonne et que derrière, le pilote. Et là aussi, j'ai pas l'assurance. Je vais vous prendre le truc différemment. Par rapport à ce que tu dis. La dynamique du championnat. Quand tu sors de Bakou, effectivement, moi, je pense que sur la dynamique d'un championnat, avec l'écart de performance entre Red Bull et McLaren, oui, il y a eu ce qui s'est passé samedi pour Norris. Mais quand tu sors de Bakou, la dynamique du championnat me fait dire que le vainqueur, c'est Verstappen et c'est pas Norris. C'est pas parce que Norris a pris 3 points bien sûr. que non, l'excellente opération, c'est Max. À partir du moment où Norris il prend moins de 8 points par GP, le vainqueur sera Max. On l'a dit, quand on a commencé à faire le calcul de la remontada, c'est 7,5 points par course jusqu'à la fin de saison. À partir du moment où il y a moins de 8 repris par Norris, c'est une victoire pour Verstappen. Monza, le fait que Norris ne finisse pas devant Piastri, c'est une victoire pour Verstappen. Dans la défense, la chose qu'il doit faire, c'est de perdre le moins de points possible. Et que ce soit par chance, ou par gestion, ou par mise des points intermédiaires, ou par le fait d'éviter les crashs, ou quoi que ce soit, la gestion de Max Verstappen dans la défense, elle est parfaite pour le moment, parce que pour le moment, ils ne sont pas à hauteur de son nombre de points en championnat. Maintenant, encore une fois, on se souvient de 2012, on se souvient de 2010, on se souvient de 2007. Je vais prendre le prisme différemment. Si aujourd'hui tu as Charles Leclerc et Lando Norris qui sont à moins de 25 points de Max Verstappen à Abu Dhabi, tout est possible. Et sans compter les sprints, Leclerc il doit prendre un peu plus de 11 points par course. Mais il y a 3 sprints sur les 7 qui restent. C'est ça. Il y en a 3. Parce que les sprints après. Mais bien sûr. Non, mais ça veut dire quand même qu'il y a plus de 25 points à prendre par course. Tu peux dire 4 points par sprint.
Si Leclerc Eh gagne ou si Norris gagne et que Complètement. Verstappen. Donc c'est pas joué. Effectivement, pour Max Verstappen reste le grand favori. Mais si on prend les scénarios justement où tout change à la dernière sûr. course, ce qui peut t'arriver, à quel moment tu te dis que c'est impossible que Verstappen arrive à moins de 25 points d'avance sur Leclerc et Norris dans 6 courses? J'ai reçu une notification, pardon les gars. Sky Sport demande à la F1 de doubler les points sur la dernière course. Comme ce fut le cas en 2014. 14. Et exactement. Nico Pour fêter Rosberg, les 10 ans de Nico cette Rosberg introduction. plus soi. Voilà. Demande de Sky Sport UK, évidemment, UK, Sky Sport UK. Eh ben, tu me fais une transition pas toute parfaite pour la fin de ce deuxième enseignement. Vous savez qu'on a un nouveau commanditaire, les gars. Ça s'appelle NordVPN. Petit spot de pub. Thomas Dufant va tout vous expliquer. Et on ne vous dit pas ça pour justement migrer vers Sky Sport F1 et pouvoir le regarder depuis la France. Et on ne vous dit surtout pas ça pour pouvoir utiliser la F1 TV sur un compte pris aux États-Unis à partir de votre mobile. Le reste, Thomas vous l'explique. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN qui soutient la chaîne, mais qui soutient surtout tous nos nouveaux projets et on en a énormément cette saison. On en profite pour vous montrer comment ça marche puisqu'on est déjà pas mal à l'utiliser dans l'équipe. Ça vous permet de masquer votre adresse IP et par exemple éviter de vous faire pirater. Mais ça permet surtout aux fans de sport, et c'est ça qui nous intéresse, d'accéder à des contenus qui sont normalement géobloqués. Pratique si vous êtes en vacances à l'étranger, si vous voulez voir des diffusions dispo qu'en France ou si vous voulez voir la F1 gratuitement en se connectant au serveur belge par exemple. Bon, vous savez qu'il n'y a pas que le sport dans la vie, même si je sais que toi t'aimes le sport si t'es là. Et on aime beaucoup d'autres choses, le ciné par exemple. En se connectant sur d'autres serveurs avec NordVPN, vous pouvez accéder à des films et des séries qu'on kiffe, qu'on a déjà vus ou qu'on veut découvrir et qui ne sont plus dispo sur les plateformes françaises. Il y a une énorme offre qui est dispo uniquement via notre lien. 4 mois offerts sur 2 ans d'abonnement. Et si vous n'êtes pas content du service, ils ont un principe de satisfait ou remboursé sur 30 jours, donc c'est tout bénef. Voilà les amis, on vous a tout expliqué et surtout, avant cette vidéo, on ne vous a rien dit. Le troisième enseignement, on va parler d'un homme et je sais que quelqu'un a des comptes à régler autour de ce plateau. Sergio Pérez, est-ce que ça méritait pas beaucoup mieux quand même? Eh bien, ce que nous a proposé le Mexicain hier, c'est la belle surprise de ce week-end. Sergio Pérez, eh bien, qui tout simplement, je vous le rappelle, était à l'aise et rapide dès les essais libres sur un circuit qui lui a souvent réussi. Le nouveau plancher apporté par Red Bull semble mieux lui aller qu'à Max Verstappen. Est-ce que c'est la preuve aussi également d'une confiance retrouvée? La preuve en piste, il a battu pour la première fois son coéquipier en qualification dans cette saison. Plus étonnant, en course, il est resté dans le rythme de Piastri et Leclerc. Il semblait même par moments avoir un avantage en début de deuxième relais, notamment lorsqu'il a chaussé les gommes dures. Et puis tout le monde ce matin et ce lundi surtout attend votre avis les gars sur le crash avec Sainz. Êtes-vous d'accord avec la décision de la FIA de statuer sur un incident de course et eh bien de déclarer les torts partagés? Sergio Pérez, je te donne tout de suite la parole. On va commencer par le crash, comme ça on va l'évacuer. C'est le plus rapide pour moi, c'est un incident de course du 50-50. C'est un crash qui était évitable par les deux. C'est un crash qui est évitable par Checo Pérez parce qu'il reste sur sa ligne. C'est un crash qui est évitable par Carlos Sainz parce que je ne sais pas s'il peut prendre l'information que Checo Pérez ne bouge pas de ligne. C'est un crash évitable. C'est regrettable que ça arrive en toute fin de course après 2 grosses performances des 2 pilotes. Mais pour moi, c'est du 55. À signaler pourquoi ils se crashent, parce que les deux, ils ont qu'un objectif en tête, c'est qu'ils ont un capital gomme que n'a pas Leclerc et ils veulent se mettre dans l'aspiration de Charles Leclerc. Et tu le vois en fait, les deux en fait, ils rejoignent la même ligne pour essayer d'être dans l'aspiration de Leclerc. Franchement, si ça te touche pas, c'est pareil. Je trouve que une mini touchette qui a de lourdes conséquences. Oui, le contact est minuscule comparé à la conséquence que ça a. Alors que quand tu vois le direct, t'as l'impression qu'il y en a un qui a fait n'importe quoi. Et en plus sur le direct, tu crois que c'est Sainz. Oui. Quand tu regardes en ayant vu le crash sous tous les angles, il n'y a rien. 50-50. J'ai fait le même de Sarko là. Il n'y a rien. Je vous mets les déclats quand même des 2 pilotes, les explications à l'arrivée de cette course pour avoir aussi également leurs sentiments. Carlos Sainz notamment qui nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit l'ami Carlos? Je vais vous le retrouver tout de suite. I want this win, Tom. Carlos Sainz qui nous dit: j'ai suivi ma trajectoire de course normale et la trajectoire que nous suivons tous à chaque tour de cette piste en sortant de virage 2. Nous dérivons toujours un peu vers la gauche mais sans faire de manœuvres bizarres ou erratiques. Je suis juste dans son sillage et je ne sais pas, Checo décide de ne me laisser aucun mouvement ni espace. J'ai heurté le mur de plein fouet, un mur en béton. Checo avait beaucoup d'espace sur sa gauche. Je n'ai pas fait de mouvement étrange, mais je suppose que c'est parfois le cas en course. On fait 48 tours sans rien et puis il reste 2 tours à faire et ce genre de choses se produit. Les explications aussi de Sergio Pérez. À mon avis, Carlos a bougé trop vite pour suivre l'aspiration de Charles. C'était le mauvais moment, juste le mauvais moment. Cela entraîne un énorme accrochage. On sort du virage avec 1 mètre d'écart ou 2 entre nous et en quelques mètres,
km. On finit l'un dans l'autre, c'est frustrant. Je n'ai plus de mots, c'est un désastre pour le championnat que nos week-ends se terminent comme ça alors que nous avions clairement plus à gagner. C'est un désastre. Surtout quand c'est 1 sur 10 quoi. Mais pour hier, Pérez. Sergio Pérez, à un moment donné, j'imagine que vous êtes fait la réflexion chez vous ou en commentant la course sur Winamax, il pouvait l'emporter hier, Sergio Pérez. Pour moi, au vu de la gestion de course, c'est peut-être même lui qui est le favori, notamment au moment du premier arrêt. La stratégie qu'a mis en place Anna Schmidt, elle doit lui permettre de gagner. Bien sûr. Si Norris fait pas justement Il cet s'arrête au tour effort, numéro 13, on oui, rappelle. c'est le premier à s'arrêter. Et dans la gestion de gomme, il a été peut-être le meilleur des trois devant jusqu'au retour de Carlos Sainz, bien aidé parce que Charles Leclerc et Piastri se battaient. En attendant, il se rapprochait, il essayait de voir un peu. Enfin, à chaque fois que Charles Leclerc attaquait et qu'il perdait du temps, notamment dans ses retours de traction, Pérez lui se rapprochait, acceptait entre guillemets la perte du capital gomme dans l'air sale pour aller tenter quelque chose et essayer de profiter du grabuge. Il a fait une course solide, intelligente, même très très bonne, et que ça fait du bien de voir un Sergio Pérez qui ne subit pas une monoplace parfaitement envoyée en direction de Max Verstappen. Quand Max Verstappen n'a pas ses réglages, on revient à quelque chose où Sergio Pérez peut tenter les choses lui-même, s'accorder la monoplace, ne pas aller sur une Red Bull ultra performante mais qui ne lui convient pas, et ça permet de souffler. On rappelle, depuis Miami 2023, il n'a pas été devant Max Verstappen en qualif. C'est désolant de se dire que c'est quand Red Bull est en difficulté que Sergio Pérez peut s'exprimer, et en même temps on a des insights à l'intérieur de Red Bull qui nous disent que Sergio Pérez n'est pas écouté, n'est pas calculé, n'est pas considéré. Ça a dû changer quand même un petit peu, je pense. Mais en fait, ça change dans le sens où, à partir du moment où Max ne trouve pas la solution, on doit tenter quelque chose d'autre. Et on tente des réglages extrêmes du côté de Verstappen, ça ne fonctionne pas. Du coup, Pérez, à minima, a été là pour faire le taf. Moi, ce que je déplore, parce que je sais que Hamza il va vouloir me tomber dessus comme il peut, donc j'anticipe. Ce que je déplore, c'est qu'on fasse un choix d'un côté de tout axer sur Max Verstappen et qu'on garde Sergio Pérez pour des questions d'argent. C'est soit tu choisis le sportif et tu mets deux pilotes qui peuvent avoir le même type de pilotage pour aller accentuer tes points au championnat, soit tu acceptes que Sergio Pérez, pour qu'il performe, il faut faire des réglages un peu plus doux sur la monoplace. Ils ne font pas ce choix-là, et c'est dans un moment de difficulté ultime qu'on accepte, entre guillemets, de rendre une monoplace conduisible pour Sergio Pérez. Je trouve ça dommage pour lui, qu'il puisse s'exprimer une fois toutes les 15 courses, et que au final ils doivent se faire ridiculiser par les choix et l'imposition dictatoriale du clan Verstappen sur la manière d'optimiser la monoplace. Une déclaration Je de... suis pas d'accord, Vas-y, je suis pas d'accord déjà excuse-moi. avec la fin. Moi, je suis pas sûr que Red Bull ait fait le choix volontaire d'axer plus sur Pérez ou plus un entre-deux entre les deux. Je pense vraiment que Red Bull aujourd'hui est en difficulté Ah oui, il dans la cherche. compréhension de sa monoplace. Mais quand même- Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt, quand ton pilote numéro 1 joue le championnat du monde est en difficulté, de ne plus lui donner la Non. monoplace qui lui a Ah non, permis mais c'est de pas ça que je dominer. dis. Non, C'est pas ça que je dis, c'est qu'en fait là, c'est ce que j'avais compris. ils peuvent pas Ok. pousser au maximum les réglages de Max Verstappen. Encore une fois, on revient, CF Alex Albon. En début de saison, la monoplace naît comme elle naît. Ils cherchent les réglages qui vont pour la rendre parfaite, et à ce moment-là, on le rappelle, 2022-2023, on se demande si Pérez va pouvoir jouer quelque chose. Il y a la victoire à Jeddah en 2023, il y a la victoire à Bakou en 2023. Non, en 2022. Monaco. Non, 23 l'année C'est dernière. Monaco 2022. Monaco non. 2022, ouais. Non, l'année dernière, il gagne quoi? Oui, il en gagne deux l'année dernière, on est d'accord? En début de saison, ouais. Ou une, je sais plus, deux. Pour moi, c'est 2. Oui, et à ce moment-là, on se dit, il va y avoir quelque chose. Et puis, petit à petit, et Alex Albon le rappelle, petit à petit, une fois que la voiture, on trouve sa fenêtre de fonctionnement optimale, on oriente les réglages de plus en plus vers le pilotage de Max Verstappen. Si là, on ne trouve pas avec les packages actuels les réglages qu'il faut, c'est la priorité pour Red Bull de trouver les réglages qu'il faut. On n'oriente pas à l'heure actuelle la RB20 en direction de Max Verstappen parce qu'on Non, ne c'est l'inverse, comprend pas même. comment elle marche. Ouais, complètement. Et du coup, Non, mais il y a eu c'est cette- il y a eu une cette monoplace qui n'a pas d'avant, ça convient mieux à Sergio Pérez. Mais il faut dire aussi également qu'il y a eu des discussions pendant l'été, au plein cœur de la crise même avec Sergio Pérez. On se posait même la question pendant la trêve estivale de savoir si justement Sergio Pérez n'allait pas se faire vider
fait par Red Bull. Et on nous a expliqué, c'était Pierre Vacher qui l'a dit, que justement Sergio Pérez est venu passer du temps à l'usine, qu'ils ont travaillé sur le simulateur, sur différents réglages, sur différents updates et adaptations pour permettre à Sergio Pérez justement de ne pas être autant largué et être un peu plus à l'aise dans cette voiture. Après la prolongation de Sergio Pérez et la chute de performance, la crise même sportive qu'a connue le Mexicain, j'ai quand même la sensation qu'on a changé de braquet du côté de chez Red Bull et qu'on a essayé de maximiser, on va dire, son confort dans la voiture pour lui permettre de mettre un petit peu plus de points dans l'optique du classement des constructeurs. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont bien compris qu'ils ne pourraient pas être champion constructeur en faisant le choix d'un seul pilote. C'est pas possible. Et comme le dit Helmut Marko, les primes des employés chez Red Bull sont conditionnées à ce championnat des constructeurs. Donc il y a quand même un petit intérêt, on va dire, au sein de l'usine. Christian Horner. Vas-y, excuse-moi. On n'a pas laissé Hamza réagir. Non, mais je voulais juste te faire réagir ce qu'a dit Christian Horner justement sur Sky Sports. Christian Horner qui dit il méritait beaucoup mieux au sujet de Sergio Pérez. Carlos dérive un peu vers la gauche sur le circuit, ça reste très décevant. Bon, bien sûr, il allait pas enterrer Sergio ou nous dire que c'était du 50-50. Il aurait dû au moins être sur le podium, Sergio. Cela a ruiné la course de Checo, cela a fait beaucoup de dégâts et nous a coûté des points vitaux au championnat des constructeurs. Il faut retenir que Checo a fait un très bon week-end et qu'il a eu un excellent rythme tout au long de la course. Il a démontré une performance digne d'une victoire aujourd'hui. Il avait le rythme pour gagner, sauf qu'il a perdu un peu de temps derrière Albon et Norris. Cet accident, c'est une de ces choses qui brise le cœur d'une équipe, nous dit Christian Horner, de perdre un podium dans les derniers tours de la course. Lui, il n'a pas brisé le cœur, Christian Horner, cette année. Hamza, est-ce qu'on peut penser que justement, est-ce qu'on peut croire en tout cas une renaissance de Sergio Pérez après ce qu'il nous a montré ce week-end? Ça fait longtemps qu'il ne nous a pas montré des choses, d'être aussi à l'aise en tout cas avec sa RB20. Je sais pas, factuellement, c'est aucun podium depuis la Chine, donc c'est un peu un pilote pas ouf, qui est présent pour des Kit Kats. Attention. J'ai envoyé. Ça mort. J'ai envoyé. Oh là. Non mais. 25 commentaires. Oh. Moi, j'ai entendu des choses sur Sergio Pérez. On va me dire oui, mais c'est qu'une course. Sur ce plateau. C'est qu'une course. Ça a commencé par ce plateau. Ah, toi aussi. Non, mais en fait, on va me dire oui, mais c'est qu'une course sur 50. Ce qu'il fait, c'est pas normal. Moi, je veux bien. Hein. Je l'entends, c'est un argument que je peux entendre. L'analyse Wikipédia du aucun podium depuis la Chine, l'analyse Wikipédia du aucune victoire depuis quasiment 2 ans, l'analyse... Non, mais ça, c'est du factuel. C'est celui qui va me dire Verstappen gagne tout. Pour moi, Pérez, cette saison, il fait peu ou prou la même saison que 2023. La différence, c'est qu'il y a d'autres écuries qui ont des meilleures voitures et d'autres écuries qui permettent à leurs pilotes de performer. À partir du moment où tu n'as pas 2 pilotes qui peuvent gagner des courses, enfin un pilote qui peut gagner une course et un deuxième pilote qui a une deuxième place assurée, mais que tu as 6, 7, 8 pilotes qui peuvent se battre pour des victoires, ah bah forcément tu passes de 2 à 8. Ouais, mais ça aurait pu éroder justement sa capacité mentale à rebondir. Parce que à la limite, quand t'es un petit peu en difficulté mais que t'as la meilleure voiture et que tu te bats pour être vice-champion du monde, bon, on va dire que ça se voit pas trop. Là, quand la Red Bull est beaucoup plus en difficulté, on a senti à un moment donné qu'il allait sombrer, qu'il avait même sombré un petit peu Sergio Pérez. Il fait moins d'erreurs en qualif que l'année dernière, par exemple. Mais bien sûr, mais moi j'entends toutes les critiques. Enfin, j'aimerais pas être à sa place, si, parce que. Ça va quand même. T'as des kickats gratos. Non, mais en fait, tu te retrouves dans une situation où on n'a plus envie d'expliquer. On a juste envie d'être. Je trouve, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti dans le bashing. Ouais. Sergio Pérez, il a 34 ans, il a 300 courses, quasiment 300 courses en Formule 1. Il nous a prouvé par le passé que c'était un bon. Ça n'a jamais été un crack. Mais ça a été un très bon pilote. Si, quand même, 2012, tu crack pour moi, catégorie crack, c'est Verstappen, c'est Hamilton, c'est voilà. Amené tout au long de sa carrière, il a prouvé que ça a été un. Je suis pas sûr que du jour au lendemain, on puisse perdre ses compétences techniques au volant d'une Formule 1. Pour moi, c'est de l'ordre de l'impossible. Non, mais dans le rôle mental, le mental est très important. Et l'aspect psychologique, effectivement, il est très important. Quand depuis le début de saison, on a un pilote qui te dit la voiture n'est pas faite pour moi, je n'arrive pas à piloter cette monoplace, j'ai envie de tendre vers ces réglages-là, mais on va plutôt écouter Max Verstappen. Et je jette pas la pierre sur Red Bull, à partir du moment où tu as 2 pilotes au style totalement différent, et là c'est la responsabilité de l'écurie de mettre 2 pilotes au style différent. Privilégier Verstappen, ça me semble pour moi quelque chose de normal. Mais quand Pérez dit ça, personne ne l'a écouté. Bah oui. Ou pas beaucoup de monde. Pas beaucoup de monde a voulu entendre ce qu'il a dit. Quand aujourd'hui, depuis plusieurs semaines, c'est Verstappen, le leader de l'écurie, celui qui est leader au championnat du monde, triple et peut-être quadruple champion du monde de Formule 1, qui connaît des difficultés et qui lui commence à parler des difficultés qu'il a au volant de cette monoplace.
et qu'en même temps Pérez commence à mieux performer, là on commence à dire mais peut-être qu'il y a un problème chez Red Bull. Non, le problème chez Red Bull il a toujours été là, sauf que on a tout axé chez un pilote et ça a fonctionné. C'est comme ça qu'ils ont remporté des championnats du monde constructeurs et pilotes. Maintenant on arrive en septembre 2024, ton numéro 1 est en difficulté et bizarrement Checo Pérez il commence à performer et bizarrement Checo Pérez il commence à se battre pour des podiums et pour des victoires. Alors peut-être que ça ne durera pas sur la suite de la saison et je le souhaite pour Red Bull s'il parvient, parce que l'objectif Red Bull c'est pas que Pérez termine 6ème au championnat, c'est que Verstappen conserve son Bien titre. sûr. Donc s'ils parviennent à Avec trouver le l'option- constructeur. Enfin ça n'engage que moi, je pense que le constructeur à mes yeux il est perdu. Après, on Ah verra. oui, mais ils le veulent. Non, mais évidemment, ils le veulent. Pour moi, je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de garder Verstappen en tête du championnat pilote. Donc, s'ils parviennent à réaxer les réglages et à faire performer cette voiture pour Max, ce sera un succès pour Red Bull. Mais on va pas me faire dire, et en tout cas, moi, je le dirai jamais, que Pérez, comme j'ai pu l'entendre à droite et à gauche, c'est une chèvre, qu'il est là pour des sponsors, que c'est l'argent, que Non, on a non, eu peur non. parce que C'est Mexico, pas ça qu'on dit. Mexico, ça va être problématique pour la sécurité des autres pilotes. Tout à l'heure, tu disais, ce que je reproche à Red Bull, c'est de conserver un pilote qui ne parvient pas à dompter cette monoplace. Par rapport Donnez-moi à ce choix. Oui, non, mais bien Par sûr. rapport à Mais ce choix. donnez-moi dans ces cas-là un pilote aujourd'hui en Formule 1 Mais il y en a qui pas. sera capable de dompter cette monoplace ou qui a un style proche de Verstappen. On avait Est-ce pensé que à ça Dan- existe? On avait pensé à Daniel Ricciardo à un Le moment problème, donné. c'est Est-ce que une bonne l'hypocrisie. idée, pas sûr. Le problème, c'est pas Pérez. Pérez, il est comme Gasly, il est comme Albon, il est victime des choix de Red Bull. Et au final, ça a bien failli détruire des carrières, cette histoire. Et Kiat peut en parler, parce que Kiat, il fait des bons résultats avant qu'on oriente tout sur Ricciardo et qu'à partir de là, en fait, Kiat ne s'en sorte plus. Mais le problème, c'est l'hypocrisie de dire on garde Sergio Pérez pour l'envoyer au feu avec une monoplace qui ne peut pas dompter, et on le garde pourquoi? Parce qu'il représente un marché en Amérique du Sud. C'est pour ça que moi je fais des vannes sur KitKat. C'est-à-dire qu'en fait, on garde Sergio Pérez et en même temps, le Hamza le dit, qui tu veux mettre à la place? Parce que dans tous les cas, tu grilles quelqu'un si tu mets quelqu'un à la place de Sergio Pérez. Si tu restes sur cette philosophie, Soit tu grilles un pilote d'expérience et dans ces cas-là, lui, il a la carrure pour supporter c'est pour ça qu'on a mis Soit tu Pérez. grilles un jaune et c'était un c'est jeune pour ça qu'on a mis Non, mais Pérez. les gars, parce sans, que c'était fin de carrière sinon. les gars, sans dire que Pérez est une chèvre, on l'a jamais dit sur Ah, cette bah émission. On Non, le mais dira moi je l'ai jamais dans cette entendu, émission. donc je me permets de le dire. On pouvait Après, quand son même résultat. se poser la question à un moment donné de se dire est-ce qu'il est carbo ou pas, quoi. Bah franchement, quand je vois ce qu'il fait hier, parce qu'à partir du moment, Voilà, on a une réponse hier. les Une première réponse. les fenêtres qu'il peut avoir pour utiliser cette Red Bull, c'est soit bizarrement là ça lui convient, soit il change son pilotage, soit justement la monoplace va pas et on revient à un réglage à peu près standard, un preset à peu près correct pour lui. Quand tu vois qu'il sort d'un 18-0 en qualification, non 16-0 pardon en qualification cette saison, que là sur la 17e manche il est là, que derrière il fait ce qu'il fait en course dans une lutte où devant ça roule à balle, sincèrement je ne pensais pas qu'au niveau, enfin il pouvait être entre guillemets autant là Bien sûr. sur la course où il a une opportunité, où Verstappen n'est pas là, où il le bat en qualification, où il va passer Carlos Sainz au départ, alors que Verstappen lui-même gagne une place. S'il ne passe pas Carlos Sainz au départ, quid de ce qu'on va c'est lui pas dire à la pareil, radio? bien sûr. Parce que du coup, ils vont être 4 et 5 à ce moment-là, et direct, on va lui dire laisse passer Max. Il fait une course, franchement, chapeau. Et s'il n'y a pas Norris, je pense qu'il peut la gagner. Et cette encore course. une fois, la stat, parce que je le sens venir dans les commentaires, parce que dans quelques minutes, on va parler de Williams. La stat du 16-0, 18-0, 25-0, 50-0 en qualif, je m'en fous. Verstappen à côté. Mais c'est les raisons. Pourquoi y a-t-il Bien Parce sûr. que la monoplace, Et elle faite est pour orientée lui. vers. Basta. Exactement. Et c'est, encore une fois, on se répète, mais c'est le cœur de ce troisième enseignement. Peut-être un changement de braquet aussi du côté de chez Red Bull pour équilibrer un petit peu qu'il va plus falloir la deux donne voitures. et pas se mettre le feu notamment sur les choix de prolongation. Sauf si elle crash. Le quatrième enseignement, les gars. Allez, un petit avis un peu populiste. Allez, ça fait du bien, toujours un peu. Le jeunisme. Faisons du jeunisme en Formule 1, Ça s'il fait vous plaît. 17 ans. Ça fait avec eh bien les cas Oli Berman et le cas aussi bien sûr Colapinto. Berman qui après avoir remplacé Sainz chez Ferrari en Arabie Saoudite prenait la place justement de Magnussen chez Haas, suspendu je vous le rappelle à Bakou. Au final c'est une deuxième course dans les points pour son deuxième Grand Prix. Lui qui est passé à côté de son premier relais, il était trop lent, trop occupé à conserver ses gommes. Lui qui a dû laisser passer Hülkenberg justement sur ordre de l'équipe, son coéquipier à qui il va griller la politesse juste après l'incident Sainz-Perez, où avec Hamilton, ils vont passer justement Hülkenberg dans le virage suivant qui a ralenti pour éviter les débris. C'est juste avant le déploiement de la Virtual Safety Car. Et que dire de Colapinto, 8e, 42 ans après Carlos Reutemann, un Argentin inscrit des points en Formule 1.
Colapinto qui a largement participé à la grande moisson de Williams. 10 points de prix, meilleur nombre de points engrangés pour Williams depuis le Grand Prix de Belgique 2021. Williams qui reprend la 8e place au championnat des constructeurs devant Alpine. Alors les gars, le 4e enseignement, c'est presque un mini débat, mais on n'a malheureusement pas le temps parce qu'on vient de dépasser l'heure d'enregistrement. Vu à quel point Berman et Colapinto impressionnent sur leur première course, n'est-ce pas là le signe qu'il faut en finir avec certains pilotes qui ont fait leur temps en Formule 1 et laisser leur chance aussi à Isaac Hadjar, à Gabriel Bortoleto, plutôt qu'à Ricardo à et Théo Valtteri Pourchaire Bottas. et à Felipe Drugovich qui sont les derniers champions. champions. On sait qu'ils sont plus dans la Donc, course, malheureusement. Non, mais- aujourd'hui, l'enseignement, enfin moi ce que je retiens, c'est que c'est ce qu'on disait, je crois, après l'Arabie Saoudite, de toute façon, c'est qu'aujourd'hui les jeunes pilotes sont tellement bien préparés que lorsqu'ils arrivent en Formule 1, l'écart de performance est minime par rapport à ce que l'on aurait pu imaginer ou ce que l'on a pu voir il y a plusieurs décennies de cela. Quand on voit ce qui se passe en F2 par exemple, où j'ai oublié son nom, Kounen, enfin je sais plus, le dernier vient Koulen. d'arriver. Oui. Et, Sur X-Racing. et sur les 5 derniers tours, après voiture de sécurité, en 5 tours, il prend 22 secondes sur l'avant-dernier. Là, il y a un écart de performance qui est inexplicable et qui est peut-être même dangereux pour la sécurité. Quand on parle de F1, que tu as Berman qui termine devant Hülkenberg avec les circonstances que l'on connaît, que tu as Colapinto qui, après 2 courses en F1, marque des points à Bakou, pas à Monza, Et se qualifie juste derrière Alex Albon. juste devant Alex Albon, mais Pardon, parce devant, qu'Albon, oui. il a une problématique, il peut pas faire son dernier tour de Q3. pardon. Oui, t'as avec- raison. Mais non, mais encore une fois, il y a le résultat brut, encore une fois, ce que j'appelle l'analyse Wikipédia, et puis il y a aussi l'impression, tu vois. Et aujourd'hui, quand tu- Tellement désobligeant avec l'analyse statistique. c'est un Ah truc oui, non, de ouf. non, mais parce que en fait, analyser des classements, tout le monde peut le Ouais, faire. Enfin, à la fin, t'es pas champion du romantisme, hein, t'es champion des stats quand même. Non, mais- Ton non, mais titre, tu l'as à la Tu- stat quand même. En l'occurrence, sur Colapinto et sur Birman, moi, je vais juger ce que je vois, la construction d'un week-end de course. On parle de pilotes qui ont disputé leur 2e Grand Prix et leur 2e week-end de course, 1,5 pour Berman. Chacun. Donc, oui, chacun, évidemment. Et Donc, Berman tu- sur une place différente. en plus. Donc tu te retrouves dans une situation où tu as 2 pilotes qui arrivent en cours de saison. Colapinto le disait hier. Ils ont un désavantage monstrueux sur le reste de la grille parce que eux, par exemple, ne connaissent pas les pneus. Mhm. Tous les pilotes, même s'ils arrivent sur un circuit, il faut dompter, tu as des essais, etc. Mais tous les pilotes savent plus ou moins comment vont se comporter les pneus, savent les gérer, à quel moment ça peut dégrader, qu'est-ce que ça induit une dégradation de pneumatique sur le comportement de ta voiture, etc. Eux, ça, ils sont en phase de découverte. Donc rien que ça, c'est une problématique extrêmement importante pour 2 jeunes pilotes qui vont ensuite découvrir aussi une nouvelle monoplace encore plus pour Oli Berman, qui vont aussi devoir apprendre à gérer l'énergie dans un circuit aussi compliqué ou atypique que Bakou. La gestion des batailles, la gestion des départs, comment tu luttes. Ils ont tenté des dépassements au culot, c'est passé. Ils ont su défendre aussi sans dépasser la limite. Alors je trouve que Colapinto a peut-être été un peu plus dur dans sa défense avec Berman qu'avec d'autres pilotes de F1. Je sais pas si c'est une... Et Berman a été plus dur avec Hamilton. Non mais voilà, on se retrouve dans une analyse en fait où tu es obligé... Prendre seulement le résultat du dimanche, pour moi, c'est insuffisant. Moi, je prends les essais, Ah les oui, bien qualifs sûr, et les la qualifs course. notamment. Et ouais. honnêtement, tu es impressionné parce que tu as des pilotes qui tout de suite sont dans la performance, tout de suite sont dans l'apprentissage. Et à la fin, tu sors de ce Grand Prix en Azerbaïdjan en te disant, mais en fait, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais enlevez-nous tous les poids morts. Bah oui. Des pilotes qui sont... Et Dans les poids morts, calendriers, tu veux dire il y a finlandais. Guan Yu Zhou évidemment, mais Bottas, sûr. je le considère comme un poids Bien mort. Bottas aujourd'hui, c'est vraiment pas c'est son comme- père, ça y est. c'est on comme, le sait c'est maintenant. comme Raikkonen qui, Quoi à l'époque, chez Alpha, a Bien accumulé sûr. les saisons pour faire de la figuration. Moi, je préfère voir des jeunes en apprentissage qui font de la figuration que des vieilles gloires ou des pilotes qui sont sur une phase descendante forcément parce qu'ils n'ont plus la possibilité de se battre pour des podiums et que l'on a vu gagner. Après, le rapport Être à en ces Formule mecs-là, il est derrière la scène. Il est pas en Non, mais piste, bien sûr, non, mais il évidemment, amène évidemment. un apport différent aussi. Mais l'apport Enfin, différent, Magnussen, si- moi je trouve Magnussen a été complètement oublié par la performance de Oli Berman. Est-ce que Magnussen aurait Ouais, fait alors- aussi bien qu'Oli Berman ce week-end Quand t'as pardon, Vraiment, pour la conclure, question t'as se 2 pose, pilotes hein. d'expérience chez Haas, Hülkenberg et Magnussen. L'année prochaine, Hülkenberg il va chez Audi. Donc t'as ton Tout à fait. pilote d'expérience. Mhm. À quoi ça sert de garder Bottas Je concrètement parle d'Hülkenberg là. Oui. Sinon, j'ai un truc que j'ai pas suivi. Oui, Oui, c'est mais ça, Hülkenberg, chez- c'est ça, chez- c'est- chez aujourd'hui, Sauber, non, mais chez aujourd'hui, en fait, Sauber, donc chez Haas, t'as 2 pilotes d'expérience. Ce que je dis, c'est que Oui. aujourd'hui, t'as dit t'as pas Magnussen chez besoin- Audi, c'est pour ça. Je reprenais ton argument ils apportent quelque chose en dehors de la piste. Ouais. Ce qui est vrai aussi. Mm. Ce qui est vrai aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir un pilote dans l'expérience et performant. Hülkenberg, c'est un pilote expérimenté mais performant. Et puis ensuite, lancer la jeunesse.
J'ai un avis un poil pisse froid. En fait, j'ai pas envie de... Je veux bien féliciter Berman et Colapinto, et je suis le premier à me dire ouais, c'est fort ce qu'ils font. Je vais les juger en tant que rookie mis dans le grand bain, et pas en tant que pilote de Formule 1 à comparer avec Magnussen ou à comparer avec Logan Sargent, quoique. Logan Sargent, allez, parce que du Colapinto, en 2 courses, il a fait ce que Logan Sargent n'a jamais fait. Mais souvenez-vous de Kevin Magnussen en Australie 2013, 14, 13, je sais plus. Ouais. Je sais plus. 13, quand il est chez sur McLaren. les dates, moi, D'accord, je suis vraiment pas... Chez McLaren, c'est 2013 du coup. Podium, Kevin Magnussen, nouvelle pépite. Sergio Perez, Malaisie 2012. 2014, pardon, excuse-moi. 2014, je sais plus. Sergio Perez, Malaisie 2012. Oh là là, quel combat sur la Sauber vis-à-vis d'Alonso sur une Ferrari. C'est trop facile de se faire une idée sur un pilote sur 2-3 GP. Tsunoda, première course à Bahreïn 2021. Oh là là, il est dans les points, il se bat avec Alonso. Vous vous rendez compte, avec Alonso. Guan Yu Zhou, première course aussi. Voilà. Je vais pas remettre l'exemple de Nick De Vries parce que... Là, t'es en train de nous dire qu'on a dit que Guan Yu Zhou c'était un crack, que Tsunoda c'était un crack. Pour le coup, on l'a pas fait. Hein. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que... Perez était... Ces pilotes-là, en fait, il va falloir voir mentalement l'évolution de leur carrière s'ils sont amenés à être en Formule 1 longtemps. Colapinto, on sait que c'est une pige. Il n'a rien à perdre. Pareil, on se dit, il faut Lawson dans l'AlphaTauri vu les 4 Grands Prix qu'il a fait l'année dernière. C'est 4 Grands Prix. Mais comment tu veux les juger, ces pilotes ? On est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est t'es obligé de les lancer dans le grand bain. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis juste qu'aujourd'hui, je suis bien incapable de donner un jugement. Enfin, je me rends compte en tout cas avant une trentaine de GP. Non, mais parce que les mecs, à un moment donné, ils vont avoir. Est-ce que je peux être taquin ? Tu l'es tout le temps. Ça fait 5 ans que je l'ai. Est-ce qu'on avait passé la barre des 30 tours lorsqu'on a proposé un débat Oscar Piastri, le prodige aussi prodigé ? Oui, parce que c'était après Monaco. Il est chanceux, il est chanceux. 31. mais ce que je veux dire, c'est c'est de plus en plus difficile de juger un pilote en attendant un minima de voir un temps faible chez lui et sa gestion de ce temps faible-là. Parce que c'est entre guillemets, et là entre énormes guillemets, trop facile au vu du fait qu'ils ont 150% de motivation sur cette première course. T'es déjà sur l'étape 2 et moi ce que je trouve intéressant avec ce 4e enseignement, c'est de te dire qu'on en a parlé, l'étape 2 dans leur carrière et dans leur développement. Moi ce qui m'intéresse, c'est ils sont uniquement aujourd'hui à l'étape 1 et on en a parlé avec Isaac Hadjar avec cette magnifique interview réalisée par Hamza où Isaac Hadjar nous dit mais il y a 2 mondes d'écart entre la F2 et la F1 et ce que je trouve dingue, c'est l'adaptation rapide de ces gars-là. Berman il est monté, alors à l'époque en Arabie Saoudite on nous avait expliqué que c'est parce que la Ferrari était l'une des meilleures voitures, donc c'était normal qu'il fasse top 6. Bon, 7. Ou 7, oui, voilà. Bon, voilà. Là, il est monté dans une As, il a encore fait le job ce week-end. Et puis, pareil, moi, Colapinto, j'en attendais, mais absolument rien. On en a même parlé dans cette émission en disant bon, ok, d'accord, il vient avec des millions. C'est le premier truc qu'on a dit quand on a parlé de Colapinto. 4,5. Bon, force est de constater que il est important aujourd'hui. Mais dans pour Williams. quel mood mental tu es quand t'es Lawson, que tu pointes et que tu sais que tu fais une pige d'intérim vis-à-vis d'un Sargent, par exemple, qui lui sait qu'il a une épée de Damoclès toute la saison. Tu vois, c'est même pas vis-à-vis de Lawson que je pose la question aujourd'hui, c'est même en pensant plus à Bortoletto et Isaac Hadjar qui sont, on le sait, aux portes de la Formule 1 et pourquoi pas attendu l'année prochaine. Est-ce que tu continues avec Joe ? Est-ce que tu continues, comme le disait Hamza, avec Bottas, avec tous ces mecs qui, j'ai l'impression, nous ont donné ce qu'ils avaient à nous donner, ou est-ce que tu donnes la chance aux jeunes ? Laissez la place aux jeunes, bien sûr. Pour moi, tu peux l'explication Monsieur sur l'aspect psychologique. Journaliste de la chaîne 3. L'aspect psychologique, pour moi, c'est un argument qui est trop facile. Et moi, je peux pas l'entendre. Je peux pas l'entendre parce que lorsqu'un pilote arrive en Formule 1, en l'occurrence, je parle de Franco Colapinto, qui se qualifie en Q3 avec une Williams, que son meilleur temps de Q3 est à 3/10 de celui d'Hamilton chez la Mercedes. C'est monstrueux. Moi, je veux bien. Hein, il découvre Bakou. C'est la première fois qu'il pilotait à Bakou, ce Colapinto. Moi, je veux bien, encore une fois, qu'on me dise. Il y a un aspect devant Hamilton d'ailleurs. T'as raison sur l'aspect psychologique. Moi je l'entends qu'il y a une motivation, qu'il y a une volonté, comme tu le disais. Et il y a rien à perdre surtout. Exactement. On n'en attend rien, donc il n'y a rien à perdre. On est d'accord. Colapinto, il venait pour une pige. Là, potentiellement, on sait jamais. Il pourrait entrer en discussion chez Audi. Pourquoi pas Il est en train de montrer que, comme Liam Lawson, on n'en attendait rien. Aujourd'hui, grâce à ces 4 courses, il est en discussion. Mais entre faire une pige et avoir un contrat de 3 ans et pendant 3 ans être bon, progresser. Mais ça, c'est l'étape 2, c'est l'étape 3. Oui, c'est pour ça. Mais il faut passer l'étape 1 avec brio. La normalité pour Colapinto aurait été quoi ? Aurait été de terminer la course 17ème déjà, ce qui aurait été, je vais pas parler de satisfaction, mais ça aurait été dans le processus d'apprentissage quelque chose de normal. Terminer 17ème, terminer 15ème. À
30 secondes en course de ton pilote référence, en l'occurrence Alex Albon. Non, Colapinto, il s'est battu avec les pilotes du top 10, ou les pilotes entre 7 et 12, 13. Il termine dans les points, et les points, il les aurait eu aussi sans l'accrochage devant, il faut aussi le signaler. Oui, il finissait 10, ouais. Et il termine, quoi qu'il arrive, moi en tout cas, 2 courses de Colapinto, j'ai vu plus de choses enthousiasmantes que 30 ou de 35 courses de Logan Sargent. Ouais, bien sûr. Alors on va me dire, Exactement. oui, le passeport, je m'en fous. Mmh. Moi aujourd'hui, Je Colapinto, suis sur la piste. en 2 courses, Mhm. ce n'est que 2 courses. Mhm. François se disait, il faut 3 ans pour juger un jeune pilote. Peut-être qu'il aura jamais ces 3 ans, donc je vais le juger sur 2 courses. Et en 2 courses, il en aura 9 à la fin de la saison. À la fin de la saison, on le jugera sur ces 9 courses. Mais on a que ça comme valeur, je suis d'accord. Oui, bien valeur sûr, de, bien de sûr. référence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, évidemment que ça met un coup de frais par rapport à ces pilotes-là, en revenant à la question de base. En attendant, ce ne sera qu'au bout de 3 ans que tu pourras savoir, ou 2 ans, ou 1 an, mais Les ce que tu comparer veux, où véritablement tu pourras à vraiment te dire, bah, j'ai fait le bon choix à faire ça. Mm. Mais forcément qu'il y a une espèce de grâce présidentielle des 100 jours, entre guillemets, au moment où tu débarques, bah, les mecs ils donnent tout. Tu vois bien que. Alors, La grâce présidentielle, revenir sur la grâce présidentielle, c'est Pinto qui crache sa voiture en FP1. Oui, C'est ça la grâce c'est vrai qu'on en a présidentielle. pas parlé en plus. Tu vois, le mec essaie libre 1, il plante sa voiture. c'est Bon, excusé. ça fait partie de l'apprentissage. Ouais. Ça, c'est le processus d'apprentissage. Et à mes yeux, c'est quelque chose de normal. Je ne sais pas, mais de pas condamnable. Par contre, le reste, derrière, il faut performer. Petit point statistique. Le championnat du monde de la 11e équipe Ouais. chez les constructeurs, donc le championnat F2, Formula 2 Racing Team, composé d'Oli Berman et de Colapinto, c'est 11 points, c'est 2 de moins que Alpine. Voilà. Oh la douleur. Je dis ça, je dis C'est rien. un dernier Puis missile. après, il y a un petit instant rafraîchissant qui, moi, me plaît sur les réseaux sociaux. Attention. J'aime beaucoup le. Non, pas du tout. J'aime beaucoup, forcément, et je suis beaucoup de comptes argentins. En Argentine, aujourd'hui, il y a une passion Bien sûr. qui est en train de renaître pour la Formule 1. pour la Formule 1, et ça me fait marrer. Il y a plein de personnes, de comptes foot qui connaissent rien à la F1 qui disent non, mais attendez, expliquez-moi en termes footballistiques. Colapinto en C'est Q3, Maradona ou Messi ça veut dire quoi? T'as d'autres qui me disent ouais, c'est Gimnasia qui va en Copa Libertadores et ça sort des exemples un peu loufoques. Il y a une rivalité Argentine-Chili, on met un tir au Chili, c'est le Chili qui va en Coupe du Monde. Enfin voilà, c'est vraiment drôle, tu vois. Et puis Colapinto, enfin le personnage, moi, Il me plaît. lui, Bah, il est marrant. Et il a beaucoup Bon. plu, ils ont beaucoup plu à Lewis Hamilton. On conclura là-dessus l'avis quand même de l'expert. Lewis Hamilton qui dit Franco Colapinto et Oliver Berman, avec qui j'ai couru pendant une bonne partie de l'après-midi. Oh le taquet Mercedes là. Non, Le et taquet puis, Mercedes. tu sens que le mec a découvert les deux personnages que cet après-midi, hein, que hier d'après-midi. Ils ont fait un très bon travail. Il dit c'est formidable de voir des jeunes comme eux s'imposer, se débrouiller aussi bien pour leur deuxième course. C'était très Merci impressionnant. Père Castor. C'était très impressionnant, Et man. Williams, c'est le meilleur résultat Williams depuis 3 ans. J'allais dire Monza 2021. Belgique 2021. 2021. Avec ouais, la tu deuxième place de Hongrie, moi j'ai. Hongrie 2021. ah non, oui. avec les 2 pilotes. Oui, je veux t'as dire, raison, 2 oui, pilotes t'as dans les raison, points. oui, Monza oui, où c'est vrai, t'as Claire raison. Williams s'en va et Latifi il fait 11 et Russell il fait pas genre. Ouais, mais là en l'occurrence, du coup, t'as la Hongrie. Ouais, je pense deux que t'as pilotes. 2 pilotes qui ont Ouais, signé exactement. des points et qui ont. Juste un dernier mot, Oliver Berman qui dit je me sens mieux qu'en Arabie Saoudite, je n'ai pas besoin qu'on me tienne ici. Bien sûr, ça dépend du circuit, les virages sont plus lents ici, mais j'étais mieux préparé mentalement, c'est plus dur qu'à Jeddah car tous les virages sont proches des murs, surtout vers le château, c'est globalement bien. Je suis juste déçu de mon premier relais. Voilà les petits champions en Tu herbe. mets un point, ça va. Ouais, bah, c'est très bien, bravo à lui. Félicitations Oli. Un point avec 2 écuries différentes, comme tu me le disais Oui, hier. Exactement. Ouais, c'est quand deux même. voitures différentes à C'est gérer, fort. c'est pas forcément. Et c'est une première depuis, je ne sais, j'ai vu passer cette. Ah ouais, stat, non, je c'est l'ai une pas première j'ai pas depuis creusé très celle-ci. longtemps. 2 points lors de ces 2 premiers grands prix aussi. Enfin, des points lors de Exactement. ces 2 premiers grands prix accessoirement. C'est quand Mais même bon, assez c'est fort. normal de marquer des points chez As. Bah oui, C'est-à-dire que c'est- Vettel l'a pas fait. Mm, Avec quand il a fait C'est vrai, BMW. BM et Toro Rosso, il l'a pas fait. mm, mm. On parlait de Exactement. Vettel quand même. C'est vrai. Le classement, les amis, du championnat du monde des pilotes et des constructeurs, on est 13 à la bourre. 59 points d'écart désormais entre Max Verstappen et Lando Norris. Vous voyez, ça se resserre entre Lando Norris et Oscar Piastri. Est-ce que McLaren, je vous relance pas les gars, mais c'est une question que je vous pose à vous dans le chat, est-ce que McLaren va regretter d'avoir donné des consignes pour favoriser Norris quand on voit l'écart qui se resserre justement entre ces deux pilotes? Et puis on signalera, eh bien, vous l'avez vu, que Russell repasse devant Sergio Perez, que McLaren repasse au championnat du monde des constructeurs devant Red Bull pour 20 points et que Alpine eh bien, concède la 8e place à Williams. Qui a Si fait la le carton demande plein. de Sky Sport est approuvée par la F1, je note juste qu'il y aurait 163 points de retard pour Max Verstappen sur le leader au championnat, Lando Norris.
Bon, C'est vraiment une séance de voilà. pêche. on embrasse Sky Sports qui a été, eh bien, en tout cas, mis à mal dans cette émission. Je les ai beaucoup complimentés depuis le début Ouais, des c'est vrai. pistonnés, mais là. C'est vrai, là c'est dur. Là c'est dur. Vous nous dites ce que vous pensez bien sûr de tous ces avis tranchés en commentaire et vous n'oubliez pas bien sûr que si vous ne pouvez pas nous voir, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes. Merci à Léo, merci à mon Polo en régie qui nous ont permis de vous faire cette émission et on vous donne rendez-vous mercredi. On continuera à parler McLaren, on continuera à parler du Bisbee, Piastri, Norris. Bonne journée. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes les courses automobiles et la Formule 1, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre.